OK, alors, bonjour, bon retour, bon retour. Je vais vous parler un petit peu de l'examen, comment que je fonctionne. Première des choses, vous avez remarqué, hein, la moyenne est quand même pas mal élevée, hein? Quand même élevée, quasiment trop haut, c'est vrai, j'ai entendu ça. Euh, Vous savez, il y avait 5 de questions Facebook que tout le monde a eues aussi. OK? Fait que non, c'est pas pour. J'ai juste des belles choses à vous dire là-dessus, mais la moyenne est 88, là, on vit avec ça, c'est bien correct. Mais il faut comprendre que c'est 83 dans le sens que tout le monde, je pense, puis avec raison, ont eu leur point Facebook, là, participation. Euh, c'est une bonne moyenne, là. Les examens se ressemblent. Les examens se ressemblent, bien sûr, d'une session à l'autre. Puis c'est un des bons groupes, des bonnes performances que j'ai eues au niveau de l'intra. Donc, de façon globale, je suis très heureux. Si vous n'êtes pas heureux de votre résultat ou simplement parce que vous souhaitez avoir un petit diagnostic de votre examen, la façon que je fonctionne, c'est que vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi les mercredis, soit avant le cours, j'arrive à 8h30 à peu près, puis si j'ai un rendez-vous à 8h30, je vais arriver exactement à 8h30, je n'arriverai pas en retard, et je reste après le cours quand il y a des gens qui veulent me voir. Donc, ça serait le mercredi que ça pourrait se passer. C'est pas obligé d'être la semaine prochaine, ça peut être dans 2 semaines. L'examen n'est pas cumulatif, comme vous le savez. Donc, c'est la façon que j'utilise pour faire une rétroaction individuelle quand la demande est là. Donc, ça, c'était pour l'examen intra. Alors, si on revient un peu à nos sujets, juste le placer un petit peu dans le cours, il nous reste encore 2 sujets, je dirais, de finances personnelles pures, 2 gros postes budgétaires où il y a pas mal de gens, pas vous, là, mais il y a pas mal de gens qui prennent pas nécessairement les meilleures décisions possibles. Donc, la question de se loger, hein, c'est ça qu'on va voir, que vous avez commencé à regarder cette semaine, puis qu'on va voir aujourd'hui. Et puis, la semaine prochaine, ben, ça va être la question de se déplacer, la voiture, etc. Donc, on fera notre analyse, puis on discutera de ces 2 sujets-là. Laissez-vous pas décourager par les lectures d'Éric Brassard dans le sens que je suis tout à fait conscient que les ordres de grandeur ne sont pas là. OK? Je sais que les ordres de grandeur ne sont pas là. Acheter une maison avec le livre d'Éric Brassard, on aimerait bien ça, utiliser ces ordres de grandeur-là. Les maisons doivent être à 150 000, des affaires de même. Mais ça ne change rien à la vulgarisation et la chance que vous avez d'avoir des volumes comme ça. Éric Brassard a pris sa retraite, nous a donné ces volumes-là, ressources éducatives libres. C'est bien écrit. Mais bon, la mise en page, tout ça date, là, mais ça tient encore la route. Donc, on va y aller aujourd'hui avec la question de se loger, être propriétaire ou locataire. Euh, Là-dessus, je le sais, là, de session en session, des fois, il y a des gens qui trouvent que quand j'aborde ce sujet-là, je suis un peu d'un côté, je suis assez polarisé, là. J'essaie de faire contrepoids finalement à l'image idéalisée d'être propriétaire à tout prix. OK? Je veux juste vous dire tout de suite, je ne suis pas ici pour vous dire que être propriétaire, c'est quelque chose que vous devriez jamais, à quoi vous ne devriez jamais aspirer. C'est pas ça. Mais je veux juste vous dire aussi le contrepoids de ça, puis de dire d'être locataire, puis d'être responsable financièrement, puis épargner pendant qu'on est locataire, c'est pas un mauvais move, c'est pas une mauvaise position de finances personnelles. OK? C'est beaucoup ça le sujet d'aujourd'hui. Ça va? Puis surtout d'être capable de faire ces calculs-là, ces analyses-là. C'est sûr que quand tu es rendu au moment d'acheter ta première maison, puis tu es prêt, là, c'est rare que vous allez faire l'analyse ou l'approche comparative qu'on va voir aujourd'hui. Mais en amont, peut-être 3 ans, 5 ans, peut-être 10 ans avant d'acheter une première résidence, de comprendre ce qu'on va voir cette semaine, ça peut avoir une grande valeur pour vous. D'accord? Donc, on va discuter de tout ça, on va déboulonner des mythes, comme la semaine prochaine avec les véhicules. Donc, on va commencer par un peu de macroéconomie, là, des chiffres généraux, des moyennes générales, des taux moyens, pour un peu comprendre où on se situe quand on parle de devenir propriétaire, quand on parle de l'industrie de la résidence, du résidentiel. J'ai pris une période, c'est quoi ça, 23 plus, tu sais, à peu près 30 ans, période de 30 ans, puis j'ai fait ressortir des taux là, de base, des taux de base à l'environnement de la question de devenir propriétaire ou d'attendre peut-être puis de demeurer locataire plus longtemps. Donc, une des informations pertinentes, macroéconomiques, c'est de dire, OK, c'était quoi l'inflation pendant ces 30 années-là en moyenne?
Donc, le chiffre, c'est 2 On a déjà parlé, on a parlé du coût de la vie, on a parlé un peu de l'inflation. Il ne faut pas s'attarder aux écarts types. Il ne faut pas s'attarder aux 6 qu'il y a eu pendant la pandémie. Il ne faut pas s'attarder aux 18 qu'il y a eu dans les années 80. Il faut regarder, il faut aplanir ça. Personne n'a une boule de cristal. Mais il faut faire attention aux écarts types. C'est un peu ça l'erreur qui peut être faite quand on fait une analyse en termes résidentiels, en termes d'être propriétaire d'une résidence. Donc, l'inflation, la moyenne, c'est 2. Il y en a 3, 4 taux que je veux vous pousser comme ça. Deuxième taux sur lequel je vais vous faire réfléchir, sur cette même période-là de 30 ans, quel était le taux d'emprunt préférentiel moyen? Okay? Puis, je vous permets de traduire ça, taux d'emprunt préférentiel, comme à peu près le taux moyen d'une hypothèque. Ce n'est pas tout à fait exact, mais ça donne une bonne idée. Ça donne plus une bonne idée que je vous disais le taux directeur moyen était de 2 Donc, le taux préférentiel d'emprunt, le taux hypothécaire moyen qui va varier si c'est 1 an ou 5 ans, etc., on va en reparler tantôt, 4,7. Retenez ça, 4,7. Pas 2, 1,75, 1,50 comme c'était dopé pendant 10 ans au début des années 2000-2010, mais pas non plus, encore une fois, les 7 qu'on a, pas présentement parce que ça a commencé à baisser, mais il n'y a pas si longtemps. Donc, la moyenne, c'est important de penser en moyenne. Parce que quand vous achetez une maison, ce n'est pas pour 2 ans, là. Okay? C'est sur une longue période. Donc, vous regardez les indicateurs moyens. L'autre élément macro que je veux vous dire, puis ça, c'est important parce que les médias, ce qu'on entend, ce qui crie, c'est les choses spectaculaires, c'est ce qui sort de l'écart type. Okay? Quand c'est très élevé, on va en entendre beaucoup parler, mais une moyenne, ça ne fait pas de bruit. Une moyenne, ça n'intéresse personne. Okay? Donc, la moyenne de plus-value sur les valeurs résidentielles sur 30 ans, ça englobe les périodes que vous avez entendues, 20 d'augmentation cette année, 15 l'année d'après. Pendant la pandémie, vous avez entendu ça. Quand je fais une moyenne, 4,7. Okay? Donc, ça, c'est déjà quelque chose à intégrer. Alors, j'ai déjà une question pour vous. À quoi ça vous fait penser quand vous voyez le taux d'emprunt à 4,7 puis vous voyez la plus-value à 4,7? Qu'est-ce que ça vous dit, ça? Oui, Jérémy. Tu ne fais pas de gain. Exact. OK, donc la question de tes intérêts, parce qu'on comprend que tu empruntes à quoi? 95 on va voir tantôt si on pouvait aller jusqu'à 80 d'emprunt, mettre une mise de fonds de 20, c'est l'idéal. Ce n'est pas facile pour vous, je le sais. Okay? Je vais essayer d'être sensible quand je vais aborder ce sujet-là, d'accord? Mais on emprunte combien? On emprunte 95, 85 90 de la résidence. Donc, ni plus ni moins, nos intérêts okay, annulent notre plus-value quand on regarde ça. Fait que la question de dire ah, moi, je vais tout de suite être propriétaire parce que ça va prendre de la valeur. C'est un investissement. Ça, c'est clair que c'est de la foutaise. Ça, c'est clair. OK? Que c'est juste un investissement puis qu'on peut justifier tout achat, indépendamment de mes moyens, indépendamment de mes besoins, c'est juste pas vrai. Il y a vraiment un coût, il y a une jouissance à être propriétaire. Puis on le voit ici dès le départ, c'est un peu pipé. Financer, ça me coûte 4,7. La plus-value, c'est 4,7. Je n'ai même pas parlé de tous les frais, évidemment, de fonctionnement, puis d'usage, puis les frais annuels, puis les frais de départ. Bon, OK. Fait que ça nous met tout de suite la table, mais j'étais encore plus chien. Je vais encore plus démolir cette chose-là, mais on va revenir à quelque chose de plus équilibré. Dans ton 4,7 d'augmentation, que Jérémy a dit c'est la même affaire que ton coût d'emprunt, il y a 2 qui est mangé par ton inflation. Ça fait mal, ça. Parce que là, tu es rendu plus à 4,7, tu es rendu à 2,7. Fait que déjà là, tout ce qu'on va se dire aujourd'hui est teinté déjà par l'introduction que je vous fais, là, avec ces éléments-là. Bon, je ne mets pas le SP500 là, à droite, à 10,1, juste pour vous dire que vous devriez tout épargner ou tout concentrer dans ça. Mais pourquoi je mets le 10,1 là? C'est pour faire réaliser celui qui n'est pas propriétaire puis qui est locataire, il y a des recettes de plus. Qu'est-ce qui fait que ces recettes de plus?
il met dans le REER, CELI, puis toutes les patentes qu'on a dit. Puis ça, c'est quoi le potentiel? Ça a été quoi, 10,1? Mais le 10,1, il est dopé aussi, je le sais, là. Mais, tu sais, 10,1, c'est pas 4,7 qui est annulé par un emprunt. C'est un peu ça, là. Je mets à la table, OK? Ça va? Vous n'êtes pas trop découragé, on y va avec ça. Donc, déboulonnons le mythe, j'ai déjà pas mal commencé à le faire. Qu'est-ce qu'on peut se dire? Bien, c'est compliqué. C'est compliqué pour les gens. OK? En général, les gens ont beaucoup, beaucoup de misère, puis même culturellement, puis dans certaines cultures encore plus que d'autres. Puis il y a des historiques, il y a quelque chose de sociologique à ça. Être propriétaire, c'est synonyme de réussite financière. Et ça, c'est erroné à la base. OK? C'est un peu pour ça que je veux vous parler de l'autre côté de la médaille. Donc, comment les gens voient ça? Pas vous, les gens en général, dans la population, quand vous avez expliqué ça, vulgarisé ça aux gens autour de vous. OK? Bien, évidemment, quand on débourse pour faire l'acquisition d'une résidence, les gens ont l'impression que c'est un investissement, que l'argent va être retourné à l'investisseur. OK? Les gens ont vraiment cette impression-là. OK? C'est beaucoup plus compliqué que ça. Les déboursés qui sortent de tes poches pour être propriétaire, ce n'est pas juste un investissement, ce n'est pas juste un PBR, ce n'est pas juste un coût. Tu as plein d'éléments. OK? Alors que quand tu es locataire, dans le jargon culturel, pour bien des gens, vous l'avez déjà entendu, vous allez l'entendre, c'est que tu garoches ton argent par les fenêtres. Tu ne reverras jamais cet argent-là. Pas comme ça qu'il faut voir ça. Vous l'avez vu, Éric Brassard a été le premier à déboulonner le mythe de cette façon-là. OK? Donc, ce n'est pas banal, ces lectures-là, c'est important. Alors, évidemment, les gens voient la location comme 100% coût. Puis, du côté d'être propriétaire, bien, c'est plus compliqué. Il y a du coût, il y a du remboursement de capital, il y a de la plus-value, puis il y a des frais fixes qui reviennent à chaque année, qui font partie du fait d'être propriétaire. Puis, évidemment, je ne suis pas prêt à vous dire que ce n'est pas intéressant d'être propriétaire, c'est le fun d'avoir sa maison, tout ça, puis on va revenir à cet élément-là. Mais à la base, c'est faux de penser que c'est la panacée puis que c'est bien mieux d'être propriétaire de ta maison qu'être locataire. Pas du tout. Pas du tout. Et déjà là, c'est différent de ce qu'on entend souvent. Okay? Mais évidemment, la vulgarisation de la société québécoise se fait malgré tout. Puis de plus en plus de gens comprennent cette chose-là. Je ne dis pas tout le monde, pas du tout. On a encore du travail à faire, mais ce n'est pas comme il y a 15 ans, 20 ans ou ça. Personne ne parlait de ça. Okay? Vous allez l'entendre. Mais la grosse différence, ce qui n'est pas intégré dans le calcul, ce qui manque aux gens, parce que c'est trop compliqué, c'est le coût de renonciation. Okay? Quand tu es propriétaire, tu renonces à des liquidités que tu peux placer dans de l'épargne, dans un REER, un CELI. C'est ce que tu peux faire quand tu es locataire, toutes choses étant égales par ailleurs. Pour le même condo que tu achètes puis que tu loues, tu vas avoir plus de liquidité. Si tu loues, tu vas le placer. Le coût de renonciation, c'est ça qui fait la grosse différence. D'accord? On va parler de ça, on va l'intégrer dans nos calculs. Après la pause, on fera un mini-cas, on aidera Mme Larrivée à prendre une bonne décision, puis vous allez intégrer le coût de renonciation quand vous allez analyser le scénario d'être locataire. Donc, loyer 1300. Puis, c'est ça, dans le cas le plus extrême, les gens sont toujours bien, bien fiers de parler de leurs bons coups, les mauvais coups, bien, il y a mieux les oublier. Fait que les gens, là, typiquement, quand ils sont propriétaires, ils vont vous dire, puis je l'ai déjà fait un peu, cette remarque-là, les gens vont dire, c'est extraordinaire, j'ai payé ma maison 100 000 je la vends 600 000, j'ai fait un profit de 500 000. Calcule ça de même. Ça n'a aucun sens. Ça n'a vraiment aucun sens. Puis là, si tu mets le temps là-dedans en plus, disons que les gens qui, c'est quand même une grosse plus-value là, de 500 000, on peut penser que typiquement, je ne suis pas une calculatrice ambulante, là, mais à 4,7, on peut penser que peut-être c'est une détention de 30 ans, ça. OK? Bien, une détention de 30 ans, si tu mets 100 000 dans un REER, un CELI, puis tu places, voire plus que 600 000. OK? Bon, bref, les gens ne calculent pas ça de la bonne façon. Puis le 1 300 de loyer, c'est perdu. On ne retrouve pas ça. Pas comme ça que ça s'analyse. Hein? On a vu ça.
Ouais, justement, je l'ai sorti. Si quelqu'un avait acheté cette résidence-là à 100 000 en 84, qu'il vend 100 000, c'est spectaculaire. Mais tu dégonfles leur ballon quand ils vous disent qu'ils l'ont acheté en 84, ça fait 40 ans, ça fait une moyenne de 4,58. Il aime bien mieux voir le 500 000 absolu comme ça. Ça va? Donc, encore une fois, tout faut rester dans la réalité. Il faut rester dans la réalité. Quand les gens prônent à tout prix, j'ai à tout prix d'être propriétaire, d'avoir sa maison, plutôt qu'être locataire, puis ils disent que ça coûte moins cher qu'être locataire, ils disent tout ça dans la même phrase ou à peu près, dans le même paragraphe, ils sont après vous dire que dans la plupart des cas, quand tu as une maison, tu as un terrain plus vaste, tu as une jouissance sur un terrain plus vaste, tu as normalement plus de quiétude des voisins que si tu es locataire. Tu peux avoir un sous-sol aménagé, tu peux avoir une verrière, tu peux avoir toutes sortes de choses, une superficie peut-être un peu plus grande. Comment est-ce que ce serait possible d'avoir tout ça en plus, puis que ce plus-là, ce soit la solution la moins chère? Tu sais, si je vous parlais en qualitatif de même, vous me diriez, Marc, ça n'a aucun sens ce que tu dis. Ben, c'est un peu ce que les gens disent quand ils disent, hey, achète ta maison, c'est un bon investissement, tu as 22 ans et demi, vas-y, c'est mieux de commencer jeune. Oui, c'est mieux de commencer jeune à épargner, pas nécessairement à acheter une maison. Okay? Parce qu'aussi, dans le logement, vous comprenez qu'il y a de l'économie d'échelle intrinsèque. OK? Construire un 8 logements, c'est peut-être sur le même terrain qu'une unifamiliale. Donc, 8 ménages pour un ménage sur le même terrain. Comment est-ce que la résidence serait un meilleur placement qu'à être locataire, puis prendre l'excédent de liquidité, puis le placer? Comment est-ce que c'est possible? Mais une fois qu'on sait tout ça, qu'on fait les vrais calculs, c'est correct d'être propriétaire. Le problème, c'est ceux qui ne comprennent pas les décisions qu'ils vont prendre. Puis, quand on combine ça, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand on a parlé du REER, j'ai fait le rap des astres. Ramener le rap des astres dans l'histoire, 5 de mise de fonds. Je n'ai pas la mise de fonds. La caisse ou la banque me prête l'argent. Je cotise dans mon REER. Je reçois un petit remboursement avec un taux marginal de 27-26 Bon, et tout ça. Quand vous rajoutez ça dans l'histoire, ça peut devenir un peu histoire d'horreur. Quand on est trop pressé, c'est surtout ça. Quand on est trop pressé, puis quand on achète au-delà de ses besoins, puis au-delà de ses moyens, dopé par les institutions financières qui vont vous donner bien, prêter beaucoup plus d'argent que ce que vous pourriez vraiment, vous devriez emprunter. OK, donc, je vais juste vous, peut-être vous l'avez déjà entendu, mettre en garde ou en tout cas répondre à certains deux commentaires. J'ai isolé deux commentaires de l'industrie de l'immobilier et les courtiers ou autres qui peuvent vous vendre l'idée d'être propriétaire à tout prix par les deux raisonnements suivants. Okay? Un qu'on entend souvent, ligne ouverte. On va entendre la ligne ouverte. Okay? Ah, mais tu sais, quand tu es propriétaire d'une maison, c'est comme de l'épargne forcée. Hein? Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. Ou est-ce que vous la comprenez? C'est de l'épargne forcée. Bien, c'est de l'épargne forcée. Ce qu'ils veulent dire, c'est qu'il faut que tu payes ton hypothèque à chaque mois, sinon la banque va te tirer la plug puis tu vas perdre ta maison. C'est dans ce sens-là qu'ils le disent. Mais entre vous et moi, si la seule façon de te discipliner pour mettre de l'argent de côté, rembourser du capital dans ta maison, c'est d'être propriétaire, mais là, ce n'est pas pour ces gens-là qu'on discute aujourd'hui ou pas même qu'on discute dans le cadre du cours. Là. Tu sais, je veux dire, on baisse les bras, puis je veux dire, si c'est ça, ben, c'est correct, mais ce n'est pas une bonne, c'est pas un bon raisonnement. Un locataire peut aussi épargner, il y a plus de liquidité, toute chose étant égale par ailleurs, puis il peut le mettre dans le REER puis dans le CELI. Bon, peut-être que la tentation est plus grande de mettre ça dans le train de vie. Ça se peut. Là. Il y a du comportemental là-dedans. Ça, je suis d'accord, je ne veux pas le nier. Mais je veux juste vous dire que quand tu te bases juste sur ce raisonnement-là, ça ne lève pas autant qu'à moi. Okay? C'est vraiment une approche défaitiste. Deuxième argument qu'on peut entendre, plusieurs plus que ça, là, puis peut-être que vous en avez entendu d'autres, mais une qu'on peut entendre, c'est de dire, hey, wow, la résidence principale, c'est pas imposable, c'est un abri fiscal. C'est pas imposable. C'est vrai, ça c'est vrai, c'est pas imposable. Je comprends que c'est pas imposable parce que, tu sais, dans le fond, tous les coûts ne sont pas dans le coût, ne sont pas dans le PBR. OK? Puis un bout, on vient de voir, c'est juste l'inflation qui augmente.
OK, qui fait augmenter la valeur. Bref, c'est pas tant, c'est correct, là. C'est juste pas, ce serait odieux. Si la résidence principale est imposable, ce serait techniquement odieux, OK? Que ça soit pas imposable, c'est juste normal. Puis je veux juste faire remarquer encore avec le coût de renonciation. Si tu n'es pas propriétaire, donc tu n'as pas l'exemption de résidence principale, tu n'as pas un abri fiscal, encore une fois, je répète la même affaire. Tu as des liquidités de plus, toute chose est égale par ailleurs, tu le places où? Dans un REER, dans un CELI, dans un CELIAP, en attendant. J'ai marché par étude, c'est tous des abris fiscaux. Fait que, tu sais, je veux dire, un abri fiscal pour l'autre, dont un qui est un vrai, toutes les REER, CELI, tout ça, un qui est plus ou moins vrai dans le sens que économiquement, conceptuellement, c'est normal qu'il n'y ait pas d'impôt là-dessus. Donc voilà, ça, c'est deux choses que vous allez entendre. Il y en a plein d'autres. Mais je conçois, OK? Je conçois que, tu sais, les comparaisons sont difficiles. C'est pas tant, je vais être obligé de faire des comparaisons. Tu sais, tantôt, je vais vous faire un petit exemple très rapide avant de vous laisser aller avec un condo. Tu sais, le condo, c'est le meilleur exemple parce que le condo à gauche, je peux l'acheter, le condo à gauche, je peux l'acheter, le condo à droite, je peux le louer, puis ils sont pareils. OK? Fait que là, tu sais, c'est un bon, dans le laboratoire, c'est un bon catalyseur pour faire le calcul. OK? Mais dans la vraie vie, quand tu as le goût de t'acheter une maison, il n'y a pas la même maison dans le même quartier qui est allouée en même temps qu'elle est à vendre. OK? On s'entend, ça, je sais ça. Là. OK? Mais, mais c'est plus dans le sens, ce que je suis après vous dire, puis ce que je veux vous présenter, puis vous allez travailler tantôt, là, ce que je veux vous dire, c'est plus de dire, il n'y a pas de presse à devenir propriétaire. Donc, c'est dans ce sens-là. Ce n'est pas nécessairement comparer. Ce ne sera pas pareil. Okay? Ce ne sera pas pareil d'être locataire 10 ans versus être locataire pendant 2 ans puis tout de suite être propriétaire. Tu sais, ce ne sera pas la même expérience. Puis là, le 10 ans, il vous fait peut-être peur, puis peut-être qu'il est trop exagéré dans ce que je vous dis pour vous. OK? C'est parfait. Mais c'est juste de dire que tu n'es pas obligé de comparer la maison, je la jette ou je la loue, elle ne sera pas disponible, là, même dans le quartier, comme je viens de dire. Tu peux dire, peut-être que je peux reporter puis épargner davantage, puis faire un premier geste de finances personnelles qui va être payant quand je vais devenir propriétaire pour une fois parce que mon CELIAP va être plein, puis je vais avoir de l'argent dans mon REER, je vais pouvoir rappeler. Bon, tout ça, c'est dans ce sens-là. Les calculs sont complexes. Qu'on va voir quand vous allez aider Mme Larrivée tantôt, après la pause, elle va se demander, j'ai un chalet que je veux acheter dans Baie-Saint-Paul, dans Charlevoix. Il me semble que je devrais acheter ça. Il me semble que c'est un bon investissement. Mais vous allez être rationnel, vous allez analyser ça, regardez. Si vous louez, parce qu'elle peut louer, tout ce qui s'achète peut être loué, surtout dans un marché de chalet ou de choses comme ça, deuxième propriété. Fait que vous allez l'aider. Puis vous, ça va être facile le calcul. À l'examen, il va y avoir une question comme ça, puis ça va bien aller le calcul. Je ne suis pas inquiet. Mais pour monsieur, madame, tout le monde, c'est vraiment compliqué ce que vous allez faire tantôt. OK? Fait que faut avoir de la compassion, puis il faut vulgariser, il faut expliquer. Okay? Après ça, les gens prennent leurs décisions. Ça, ce n'est pas un problème. Okay? Fait qu'il faut faire les calculs, puis les bons calculs. Mais il y a une règle du pouce. Ça va être la même affaire quand on va parler de véhicules la semaine prochaine. Okay? Si tu es dans un quartier, la même belle petite école, les mêmes beaux arbres, les mêmes parcs, la même quiétude, si tu achètes quelque chose que 3000 pieds carrés versus louer quelque chose que 1800 pieds carrés, c'est sûr que louer va coûter moins cher financièrement, globalement, en faisant les vrais calculs, qu'être propriétaire, c'est sûr. Puis à l'inverse, c'est vrai aussi. Tu es dans le même quartier urbain, c'est branché, il y a plein d'activités, c'est culturel, c'est là que tu veux vivre. Bien, si tu achètes, c'est-à-dire si tu loues un loft de 2200 pieds carrés versus acheter une maison de 1200 pieds carrés, c'est une boîte à chaussures, c'est pas mal. Ben, c'est sûr que louer le loft, ça va être plus cher. Tu sais, à un moment donné, ça reste vrai, là, ce que tu vois avec les yeux, c'est ce qui se passe aussi financièrement. Puis vous allez voir quand on va voir les véhicules la semaine prochaine, ça va être encore plus vrai, là. Ça va être encore plus marquant, je veux dire, cette idée-là. D'accord? Alors, bon, je vous pose la question, mais là, je pense que vous comprenez un peu où je m'en vais avec ça. Je veux quand même faire d'autres commentaires. Être propriétaire, un coût ou un placement. Puis là, c'est vrai, là, je parle vraiment beaucoup, là, je m'en rends compte. Vous pouvez intervenir, hein? Faut péter ma bulle aussi, puis faire des contre-arguments, puis gênez-vous pas, pour de vrai. On peut échanger là-dessus. Euh, Ça va pour l'instant. Alors, si je continue d'être propriétaire, est-ce que c'est un coût, un placement? C'est hybride, hein? C'est pour ça que c'est compliqué. C'est hybride.
Il y a un bout, c'est de la jouissance, c'est du coût, ça s'oxyde, ça dépérit, il faut entretenir. C'est le terrain qui prend de la valeur, c'est pas la maison. La maison, elle s'oxyde, elle perd de la valeur. Il faut la renflouer, il faut l'entretenir pour qu'elle garde sa valeur. OK? Fait que c'est pas juste un placement, c'est un coût. OK? Mais il peut y avoir une composante placement. Si tu achètes une maison, tu la gardes longtemps, c'est à l'intérieur de tes moyens, tes besoins, c'est clair que sur 10, 15 ans, ça aurait été une bonne chose versus être locataire. Là, on fait du bien à dire quelque chose de positif sur être propriétaire. C'est ça le portrait que je veux encourager. OK? Donc, comment ça s'analyserait pour voir le coût, le véritable coût? Bien, le véritable coût différentiel. Je veux juste vous faire réaliser que l'analyse qu'on va faire, que vous allez faire, Madame Larrivée, c'est une analyse de coût pertinent. Ce n'est pas coût global. On ne met pas tous les coûts qu'il y a là-dedans. On met la différence de débourser entre si je suis locataire versus si je suis propriétaire. Puis avec les recettes, les liquidités disponibles parce que je suis locataire plutôt propriétaire, le coût de renonciation, on le place. Okay? C'est ça qu'on va faire. Donc, on va avoir un scénario qui est j'achète. Okay? J'achète, ça présuppose des catégories de déboursés. Première catégorie de déboursés, si tu achètes, tu vas faire une mise de fonds. 5 10 15 20 Si c'est ta troisième maison, ça va être peut-être 80 OK? Bon, parfait. Mise de fonds. Ça, c'est un déboursé que tu as si tu deviens propriétaire. Il y a aussi des déboursés à l'achat. Si je deviens propriétaire, il y a des incontournables. Je vais avoir des droits de mutation. Si j'ai une mise de fonds en bas de 20 5 disons, c'est ma première maison, c'est le minimum. Je vais avoir une assurance prêt auprès de la SCHL. Okay? J'ai ça. Je passe devant le notaire. Bon, toutes sortes de frais qui sont là une fois à l'achat, des déboursés. Après ça, si tu es propriétaire, tu vas avoir des déboursés qui vont être annuels. Car, donc, les plus connus, évidemment, les taxes foncières. Il va y avoir l'entretien et réparation. Ça ne se peut pas qu'il n'y ait pas d'entretien et réparation. Si tu fais une moyenne sur les années de détention, tu vas avoir tout le temps quelque chose à réparer, à améliorer. Puis tu vas avoir les versements hypothécaires. Ça, c'est le profil de débourser si je suis propriétaire. Mais vous comprenez que tout ça est emmagasiné dans un seul chiffre quand tu es locataire. C'est quoi le loyer? Et je n'aurais pas commencé à dire c'est quoi l'électricité d'un bar puis de l'autre. Ça devrait être pareil à peu près si tu es sur le même genre de superficie entre les deux. Okay, ça dépend. Là. Si tu es plus, dire OK, je vais être locataire, je vais placer, je vais prendre quelque chose de plus petit, bien là, ça se peut bien gros que l'électricité soit plus basse. Mais par défaut, si je ne dis rien, on ne met pas l'électricité dans. Si je ne dis rien, je mets juste les coûts pertinents, les coûts qui sont différents. OK, mais pas la bouffe. Là. En théorie, je ne boufferai pas plus si je suis locataire ou si je suis propriétaire. Là, ça se peut si j'ai acheté une trop grosse maison que je peux bouffer moins à être propriétaire, mais ouais, ça, c'est une autre histoire. OK? Donc, ça va être comme une analyse croisée. Alors, quand je suis dans le... Là, c'est ça le bout qu'il faut comprendre. OK? Donc, le bout qu'il faut comprendre, c'est quand je suis locataire, je prends toutes les liquidités que je n'ai pas à débourser dans le scénario achat. Je prends la mise de fonds déboursée à l'achat, je place ça. Les déboursés à l'occupation, plus les versements hypothécaires, moins le loyer, je vais avoir des liquidités de plus si je suis locataire, je vais le placer à chaque année. C'est ça que je fais. C'est ça le coût de renonciation. Puis là, c'est une photo. Après 10 ans, 5 ans, ça dépend c'est quoi l'histoire. Si la personne décide vous dit que son objectif, c'est de demeurer 5 ans dans cette maison-là, bien, tu fais l'analyse après 5 ans. Si la personne pense demeurer là 10 ans, tu fais après 10 ans, mais tu prends une photo. Puis la photo, c'est de comparer les deux scénarios. Si je suis locataire, je vais avoir des dollars que je vais avoir épargnés dans le CELI d'HREER. Okay? Dans 10 ans, je suis rendu à combien? Je vais comparer avec dans 10 ans si je vends ma maison. Dans 10 ans, si je vends ma maison, je vais avoir un prix de vente qui va avoir été augmenté d'une certaine prise de valeur. Je vous ai dit 4,7 dans les 30 dernières années, en moyenne. Moins le solde hypothécaire. Ton hypothèque ne sera pas remboursée, évidemment, après 10 ans. Souvent, la plupart des Canadiens, les Québécoises, les Québécois amortissent sur 25 ans. Donc, c'est comme ça qu'on fait l'analyse, c'est comme ça qu'on fait ça. Ce n'est pas compliqué tel quel pour vous. Les gens, ça peut être compliqué, là, les gens en général. Et donc, on va avoir l'occasion de travailler avec ce modèle-là tout à l'heure. C'est un peu une variation sur ce que j'ai montré au tout début. C'est écrit en petit, là, mais ce que je veux vous dire, c'est un étudiant, je ne me souviens plus, c'est peut-être il y a 2-3 ans, je ne sais pas si c'est le bon mot, c'est pas qu'il m'obstinait, mais il discutait
sur les prises de valeur des résidences. OK? Fait que moi, ce que j'avais décidé de faire, c'est que, c'est ça, c'est pas super à jour, là, c'est 1999 et 2016, mais il y a quand même plusieurs cycles économiques là, dans cette période de 17 ans-là. OK? J'ai mis en lumière les prises de valeur pour les propriétaires dans les régions métropolitaines canadiennes, Montréal, Toronto, Vancouver. Quand on regarde ou quand on écoute les médias, puis qu'on parle d'immobilier, puis qu'on parle de bulles immobilières, c'est sûr que des endroits comme Vancouver, on entend là, que les augmentations sont incroyables, qui sont beaucoup influencées par les immigrants riches là, de Hong Kong et autres qui viennent acheter sur le marché. Toronto, c'est la même affaire. Puis Montréal aussi, mais tu sais, c'est un peu dans cet ordre-là. C'était Vancouver qui avait les plus grosses augmentations, puis Toronto, puis Montréal par après. Mais quand tu fais une moyenne, tu sais, on regarde, là, je ne sais pas si vous le voyez, l'unifamilial sur les 17 ans, à Montréal, ça a augmenté de 81 %. Toronto, 101. Donc, 101, ça veut dire que ça a doublé. Okay? La maison qui valait 500 000 en 99, elle valait 1 million en 2016. Puis Vancouver, ça a plus que doublé, 154 %. Mais analysez jamais les prises de valeur sur une base globale de pourcentage. Il faut tout le temps ramener ça annuel parce que ça donne des chiffres bien trop spectaculaires. Puis tu dégonfles la balloune. Regardez, je l'ai mis en taux annuel. T'sais, même l'endroit qui est en feu immobilièrement parlant, les bulles les plus grosses qu'il y a eu, Vancouver, c'est quand même 5,63 la moyenne pour cette période-là de 17 ans. Jamais on penserait ça. Jamais on penserait là, à écouter puis à entendre. Parce que pourquoi? C'est plate de dire ça. C'est plate de dire 5,63. Ce qui est hot, par exemple, c'est de dire hey, le marché a augmenté de 40 cette année. Ça arrive. Ben, 40, c'est beaucoup, là, je ne sais pas si c'est arrivé 40. Ça arrive des gros coups, mais comprenez que si la moyenne à Montréal, ces 17 ans-là, c'est 3,56, si vous entendez une année que ça a augmenté de 10, puis l'année d'après, ça a augmenté 15, comprenez-vous qu'il doit y avoir des chiffres négatifs à un moment donné pour que ça balance là, à 3,56. C'est juste de la petite mathématique. Mais ça, on ne parle pas de ça. Okay? Fait que c'est juste de rendre les prises de valeur dans leur contexte, puis surtout niveler ça sur une grande période, une grosse période, puis en faire une moyenne bien plate, bien anonyme. Okay? Alors, ben, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est hybride. Quand on est propriétaire, la question, est-ce que c'est un placement, c'est hybride. Il y a un côté qui a coût, il y a un coût, il y a un coût, il y a un coût. Il y a quelque chose de jouissif, d'intéressant, de plaisant d'être propriétaire. Mais il y a un coût, puis il y a une partie plus-value qui vient un peu mélanger les choses. C'est pas comme si c'était un immeuble locatif. C'est un immeuble locatif, c'est clair que c'est un placement. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il y a de la plus-value, il y a des revenus de location, les dépenses sont déductibles, le gain en capital est imposable. Toute cette mécanique-là est en place. Mais quand je suis propriétaire de ma maison, ce n'est pas ça qui se passe. OK? Et là, je vais amener la prochaine acétate des contextes où être propriétaire, ça peut faciliter ou ça peut donner un coup de pouce à la notion, sais-tu quoi? Moi, je suis propriétaire, puis je considère que c'est plus un placement qu'un coût. OK? C'est quand, évidemment, tu délaisses une partie personnelle de ta maison, de ta résidence. Okay? C'est ce qu'on va voir tantôt là, ici. Fait que si je l'utilise parce qu'elle est bien placée, elle est prisée, pas brisée, mais prisée, ben peut-être je peux faire un peu de Airbnb avec quand je fais des voyages. Encore une fois, ça va être un peu risible ce que je veux dire, mais si tu loues ta maison Airbnb un mois pour aller un mois à Bali, ben, c'est correct, c'est le fun, c'est super trippant, mais je ne suis pas sûr que financièrement, ça a été quelque chose, c'est mieux que de ne pas la louer, de la laisser inoccupée. Vous comprenez, ça dépend, c'est quoi ton modèle, en guillemets, Airbnb par rapport à la notion d'être propriétaire. OK? C'est sûr que si tu as un immeuble, une maison plutôt unifamiliale, tu es proche d'un cégep, d'une université, puis tu décides de faire une entrée supplémentaire, puis louer ton sous-sol, puis perdre la douceur de ton sous-sol, mais c'est sûr que là, ça commence à être intéressant en termes de placement. Ça rajoute quelque chose à ton calcul. Et donc, c'est des choses comme ça. Mais à contrario, là, je vais taper le plus fort sur tout ce que j'ai tapé à date, c'est le chalet. Ça, le chalet, vous ne me ferez pas à croire que c'est un placement. C'est impossible. OK? Bon, quand je dis impossible, je parle du chalet où tu as une résidence principale ou une résidence.
Puis la fin de semaine, juste la fin de semaine, une fin de semaine sur deux, tu vas dans ton chalet, puis l'été, tu vas au chalet, tu sais, je ne sais pas, moi, 3 semaines durant l'été, quelque chose comme ça. Puis quand il est inoccupé, tu ne le loues pas. OK? Puis là, tu penses que la plus-value de ton chalet va venir tout régler tout le mauvais geste de finances personnelles que tu as fait. C'est un des plus gros coûts de finances personnelles que tu peux faire, d'avoir un chalet, puis avoir une maison unifamiliale en même temps. OK? Donc, ça se fait, vous avez le droit. Mais sachez, là, sachez que ce n'est pas un placement, cette histoire. Là, par exemple, si tu as un chalet, il est bien situé, tu y vas de temps en temps, mais tu le loues beaucoup, bien là, tu calcules, là, ça se peut que ça redevienne un placement. Mais si tu as un chalet, puis tu y vas, puis quand que tu ne vas pas si souvent, puis même si tu vas souvent, ça ne change rien, tu payes à deux places, là, OK? Puis que tu ne le loues pas quand il est inoccupé, bien là, ça ne peut pas être un placement, un chalet. C'est un inducteur de coûts. Ça amène beaucoup de coûts à être propriétaire. Fait que la dernière petite phrase ici, là, je ne la réciterai pas, là, je vais la paraphraser un peu. Mais c'est une des phrases, moi, je trouve les plus importantes, OK? Parce que dans la vraie vie, beaucoup de gens font cette erreur-là. OK? Parce que l'industrie, le message de la propriété est tellement puissant, on pense que systématiquement, faire l'achat d'une résidence avec quelque chose qui va être un bon geste financier. Puis ça va même jusqu'au point de dire j'étire l'élastique par rapport à mes moyens. J'étire l'élastique par rapport à mes besoins. Mais ce n'est pas si grave que ça parce que ça va prendre de la valeur. C'est comme la phrase magique. Là, ça. Okay? C'est pas ça. Il faut faire les calculs avec les coûts de renonciation. OK, donc les incitatifs à l'achat, il y en a, puis il faut qu'il y en ait. Parce que vous êtes la génération pour qui, vous le savez, vous l'entendez, vous êtes probablement tanné de l'entendre, mais vous le vivez, où l'accès à la propriété est le plus difficile. OK? Donc, il y a des mécanismes qui sont mis en place. On espère, lorsque c'est possible, j'en parle des fois, j'espère offusquer personne quand je dis ça. Je sais que ce n'est pas tout le monde qui sont dans des positions comme ça, mais j'aime le dire, quand les parents ont les moyens puis ont des excédents d'actifs, OK? C'est un moment privilégié pour allonger le bras, pour faire le prêt ou faire une avance sur l'héritage. C'est là que ça va être payant pour la jeune génération, donner un coup de pouce. Moi, personnellement, si j'ai les moyens, je considère pour moi, c'est un devoir d'aider ma fille à acheter sa première maison. Ça, c'est ma position, c'est ce que je pense. Pas obligé que tout le monde pense ça. Parce que pour vous, c'est très difficile. Ce n'est pas comparable à d'autres générations. Ça va? Donc, voilà un point de vue là-dessus. Évidemment, il faut que la jeune génération, là, je parle de ma fille par exemple, c'est sûr qu'il faut qu'elle démontre sa responsabilité puis sa compréhension des enjeux par rapport aux finances personnelles. Et je ne suis pas prêt de faire un chèque en blanc puis, c'est dur pour vous acheter une maison. Puis bon, il faut que ce soit un plan, cette histoire-là. OK, donc les impôts et les incitatifs à la propriété autres que l'aide de la famille, qu'est-ce que ça peut être? Bien, vous le savez, le RAP. Le RAP est de 60 000 Je ne l'avais pas mis à jour. Je ne sais pas si je l'avais mis à jour ou pas. Bref, si vous êtes sous l'impression que c'est 35 000 parce que vous avez vu mon acétate de 35 000, je l'ai corrigé, là, mais c'est 60 000. Donc, 60 000 par individu. Alors, si on est un couple, ben, on peut rapper jusqu'à 60 000 en autant que tu aies au moins 60 000 dans ton REER. Tu ne peux pas piger dans le REER de ton compte. Toi, tu n'as pas une dans ton REER, mais tu as un espace de 60 000 de RAP. Tu ne peux pas prendre cet espace-là et dire à ta blonde, ah, toi, tu pourrais rapper 120 000. C'est par personne, par individu. Il y a un petit crédit d'impôt pour l'achat d'une première propriété. Ça, c'est toujours pour l'achat d'une première propriété, vous le savez. Donc, en termes absolus, il est de 10 000 autant au fédéral qu'au provincial, mais vu que les taux de crédit sont différents fédéral-provincial, ça ne donne pas les mêmes dollars dans les poches. Donc, 1 400 parce que le taux est à 14 au Québec, puis 1 252 parce que malgré que le taux est de 15 c'est crédit à cause de l'abattement, oups, ça tombe à 12,53, la vraie valeur d'un crédit d'impôt qui est à 15 au fédéral. Hein? Vous aviez probablement, c'était loin l'abattement dans votre tête probablement, mais c'est pour ça le 1253 et non pas le 1500. Quoi d'autre? On a dit exemption pour la résidence principale. Je vais vous faire un petit exercice là-dessus tantôt. Là. En masse.
Puis le fameux CELIAP qui est de 40 000 on en a parlé en masse, on a beaucoup parlé par individu. Alors, pour un couple qui s'achèterait une première maison, on peut parler de 80 000 plus 120 000, on parle de 200 000. Mais évidemment, ce n'est pas de l'argent qui tombe du ciel, c'est de l'argent que tu as déjà épargné. C'est pas facile à aller chercher 200 000 d'épargne à 25 ans. Là, okay? Mais il y a des mécanismes qui sont mis en place à ce niveau-là. Puis c'est dans ce sens-là aussi que je vous dis au niveau familial, il y a un petit peu d'excédent, bien, c'est là qu'il faut entrer dans la valse. Là. Plutôt que, comme je dis, là, de léguer ça quand que vous allez vous allez avoir 58 ans, ça ne donne pas grand-chose de recevoir de l'argent à 58 ans. OK. Exemption de résidence personnelle, son fonctionnement, comment l'optimiser? Ça, c'est comme un petit retour de fiscal 2, si je crois bien, si je me souviens bien. Donc, on va se parler un petit peu, la fameuse exemption pour résidence personnelle. Juste parler d'un petit truc de conformité comme ça. C'est depuis 2016, ça fait un petit bout, là, ça date presque 10 ans. Mais c'est de dire que quand tu vends ta résidence principale, même si tu en as juste une, donc il n'y a pas eu de choix d'optimisation, tu n'as pas eu à désigner une résidence comme résidence principale parce que tu en as une seule, tu n'as pas un chalet en même temps, il faut quand même les déclarer. Avant 2016, tu n'avais pas à les déclarer. Si tu avais une seule résidence, d'office, tu prenais l'exemption là-dessus, puis il n'y avait pas d'impôt, puis tu ne pouvais pas déclarer l'opération. C'est sûr que c'est une opération qui est à zéro, même quand tu la déclares. Est-ce que vous savez pourquoi ils font ça? Pourquoi vous pensez qu'il y a cette règle-là? Pourquoi, si j'ai une seule résidence, je vais prendre mon exemption, je vais vendre 800 000, je l'ai payé 400 000, je fais un gain en capital de 400 000, 200 000 imposables, puis j'ai une exemption de 200 000, ça donne zéro. Pourquoi il faut que je la déclare? C'est zéro le résultat qui va rentrer dans la déclaration fiscale. Avez-vous des cours d'audit des fois, vous? Avez-vous des petits procédés des fois de corroboration ou de conformité? Évidemment, c'est pour ramasser tous ceux qui flippent. OK? Donc, tous ceux qui flippent, il y en a beaucoup. Quand tu flippes, tu ne joues pas à armes égales avec les entrepreneurs. Tu sais, les entrepreneurs, à la base, ils payent de l'impôt. OK? Quand tu flippes, tu fais un modèle d'entrepreneur sans payer l'impôt. En tout cas, ton souhait, c'est de ne pas payer l'impôt parce que tu désignes toujours comme résidence principale. Fait que vous savez qu'il y a des mécaniques là, par rapport à ça pour. Tu as le droit de flipper, j'ai rien contre le flip, là, mais ce que je veux vous laisser comme message, c'est ceux qui en font 3, 4, ou je ne sais pas c'est quoi le chiffre, là, ou que ça commence à sonner, tu sais, qu'il y a une lumière rouge qui s'allume à l'ARC, là, OK? À un moment donné, la lumière s'allume, là, vous comprenez? Puis, évidemment, c'est l'idée d'imposer ce gain-là, et non pas comme gain en capital, comme revenu d'entreprise, donc inclusion de 100 OK? Donc, c'est de là, derrière cette petite règle-là qui nous emmerde d'être obligé de faire un peu de conformité, il y a quand même un objectif là, derrière ça. Mais où que, bon, commençons là, si j'ai une seule résidence, je vends 400 000, je l'ai payé 250 000, j'ai un gain de 150 000, le gain est pleinement exempté. Où ça devient intéressant, où vous avez de la valeur ajoutée pour votre entourage, pour vos clients, c'est si quelqu'un vient vous voir, puis vous demande, il ne connaît rien de la fiscalité, puis il vend une résidence, une de ses résidences où il habite, OK? Puis il vous demande, est-ce que je vais payer de l'impôt là-dessus? C'est sûr que s'il y a une seule résidence, la réponse va être facile, là. Vous allez dire, non, il n'y a pas d'impôt. Mais s'il y a une maison et un chalet, OK, mais s'il y en avait 3, ça serait encore plus complexe ou encore l'analyse serait plus approfondie. Mais déjà là, si tu as 2 lieux qui peuvent être désignés comme résidence principale, donc on va tout de suite régler ça. La désignation fiscale de résidence principale, ce n'est pas une question, c'est où tu habites habituellement. C'est où que tu passes le plus de jours dans l'année. Pas ça. Si tu passes une semaine dans l'année, à ton chalet, tu peux la désigner comme résidence principale. Donc, pensez pas le mot principal comme le principal lieu où j'habite. C'est pas ça. La désignation de résidence principale, c'est la désignation que je vais faire par rapport à l'immeuble résidentiel qui va faire en sorte que globalement, je vais payer le moins d'impôts possible. Parce qu'il va y avoir de l'impôt, évidemment, je ne peux pas désigner 2 endroits comme résidence principale. C'est là que je veux revisiter Fiscal 2 avec vous. Vous l'avez appris d'une manière conformité. Je ne sais pas jusqu'à quel point on allait à fond là-dedans, mais là, on va aller un peu à fond. On a la maison, dans mon exemple, c'est la même maison que tantôt, OK? Donc, il y a un gain de 150 000 potentiel. J'ai un chalet qui,
si je le vendais. OK? On va dire que rien n'a été vendu pour l'instant. OK? Disons que le chalet, je pourrais le vendre 450 000, le coût est de 400 000, gain capital 50 000. Donc, quand je vous donne cette information-là, là, je vais vous laisser parler, c'est sûr. Quand je vous présente l'information comme ça, puis je vous demande quel immeuble on devrait désigner comme résidence principale, c'est quoi votre réponse? Je suis votre client, je vous donne cette information, puis là, je vous dis, j'ai entendu dire qu'il faut choisir ça, il faut désigner. Et quel que je désigne comme résidence principale? Le chalet ou la maison? Oui, Cédric. OK, parfait. Fait qu'il y a quand même un petit piège dans ma question. C'est probablement pour ça que vous êtes nerveux et que vous ne voulez pas me répondre. OK? Il y a un petit piège, mais merci, Cédric, de lancer le bal ici. Donc, c'est sûr que le 150 000, tu as raison, mais comme point de départ, mais on ne peut pas répondre. On ne peut pas répondre parce que ce n'est pas le plus gros gain en capital global qui milite pour prioriser l'exemption. C'est ramener ça en année de détention. OK? Donc, là, évidemment, dans mon piège, la maison, on l'avait depuis 90, puis le chalet, on l'a depuis 2020. OK? Donc, si on est en 2024, le chalet, si on l'a acheté en 2020, puis on est en 2024, prenez vos doigts, ça fait 5, ça. Il ne faut pas faire 2024, moins 2020, c'est 5. Okay? 2020 est inclus, 2024 est inclus. Donc, 5 années. Donc, un gain de 50 000 sur 5 ans, c'est 10 000 par année. OK? Puis, évidemment, ici, ça, c'est sur 35 ans, 150 000 global de gains, échelonné sur 35 ans, c'est 4 285. Donc, ici, juste pour les années où j'ai les deux, OK, évidemment, toutes les années où j'avais seulement la maison comme résidence, mais là, je vais désigner la maison comme résidence principale. On désigne année par année. Mais toutes pour les années que j'ai les deux, 2020, 2021, bon, etc., là, je vais désigner le chalet parce que le 10 000 par année est plus élevé que le 4 285. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Si vous avez, je ne sais pas si Nicolas il pousse jusque-là dans l'analyse de ça. Pas important, moi, je le pousse. Puis, je vais vous demander une question. Je vais vous laisser 10 minutes. OK, là maintenant, ce n'est plus une hypothèse. Vous disposez de la maison cette année, qu'en 2024, quel sera le gain en capital imposable? Je vous laisse 10 minutes pour faire ce calcul-là. OK? Donc, vous vendez la maison, vous gardez le chalet. Dites-moi quel sera le gain en capital imposable. La raison pourquoi il va y avoir un gain en capital imposable sur la maison, c'est que vous allez désigner le chalet pour les années où vous avez les deux comme résidence principale. Donc, vous n'allez pas pleinement désigner la maison comme résidence principale pour toutes les 35 années de détention. Donc, calculez-moi le gain en capital imposable.
Et je pense que la première ronde de discussion, c'est toute beauté à entendre, a eu lieu. Là, je vais venir briser votre. Il y a des bons vulgarisateurs, des bonnes vulgarisatrices. Je vais briser votre magie un petit peu parce que je vais vous rappeler que le calcul pour de l'exemption, sur le numérateur, il y a un plus 1. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Il y a un plus 1. Fait que rentrez ça. Vous êtes bien parti, mais rentrez ça dans votre analyse. OK, OK, c'est quoi le plus 1? C'est que la formule de l'exemption, le numérateur, c'est le nombre d'années que je désigne comme résidence principale, plus 1. Comme un coût gratis, là. Plus 1. Puis le dénominateur, c'est le nombre d'années de détention. OK? Là, j'aime ça vous dire ça parce que ça a l'air très, très technique, mais ça a des implications sur votre calcul, là, sur votre analyse, sur votre réflexion. Je pense que je le sais, je suis pas mal sûr que ça écoute ta question. Vas-y. Hein? Ah non, ça n'a pas d'importance. En 2024, parce que c'est vraiment une journée dans 2024, tu l'as vendu en 2024. Oh non, non, excuse, oui, OK, OK, wow. On ne tient pas compte du 50 d'inclusion plus 66 deux tiers là, à cause du 25 juin 2024. Là, on ne tient pas. Wow. OK. Non, je n'avais pas pensé. Non. C'est bon, ça. Surtout que quand elle tombe, ça va tomber la mesure aussi. Fait que là, si vous avez intégré le plus un, il joue des deux barres. Il joue deux fois. Il joue sur le chalet, puis il joue sa maison. Donc, n'oubliez pas que la question, c'est le gain en capital imposable. Donc, il faut faire le fois 50 à la fin, là aussi. Oui, mais les gains en capital, on le traite en fiscal 2. Pour ceux qui sont en fiscal 2. C'est ça ta réponse? Oui, c'est bon. Oui, il me semble. Est-ce que c'est 3,35e, 250 000? Faisons 3,35e. Ouais, ben c'est Ouais, ça, ouais. ouais, c'est ça. C'est ça. OK. Ouais, c'est ça.
As-tu une réponse? C'est pas loin, là. Vous autres, avez-vous une réponse? Ça s'en vient? Oui, Daniel. Rappelle-moi ton prénom, toi, c'est Ariane, oui. OK. Oui. Oui, oui, oui. Moi, mon raisonnement est le Oui, suivant. oui, vas-y. 35 ans, Oui, moins 1, 34. oui. La maison, je l'ai détenue pendant 25 ans. 35 ans. 35, mais Oui. moins les 10, c'est pas Pourquoi marqué. les 10? Pourquoi moins 10? Parce que c'est la maison, elle a le chalet. Le chalet, tu le détiens pendant 5 ans? C'est ça, toi? Oui, bien de 2020 à 2024. Ah, non. Ah, non, dans la tête, c'est 10 ans OK. depuis tantôt. Ah, non. OK. Veux-tu que je t'écoute quand même ton raisonnement? Vas-y. Non, mais comme ça aurait été 10 ans. Le chalet? C'est chalet. Oui. Moi, j'avais fait 35, Oui. moins 10 ans, Oui. moins 1. Oui. Je l'aurais divisé par 34 ans, fois mon gain capital, fois 50%. OK. Tu as un autre moyen à enlever dans le sens que tu sais, le plus un, là, OK? Ouais. Le plus un, tu l'as sur le chalet, fait que il y a une année que tu ne désignes pas pour rien. Ça, tu l'as fait, ça, tu l'as dit, ça. Mais de l'autre bord, quand tu calcules sur j'ai vendu la maison, tu vas avoir un plus un aussi. En moins 1. Ben, ça dépend si tu parles de l'exemption ou du gain. OK, comme on parle de la même affaire. C'est 35, son 34 n'était pas correct, j'aurais corrigé le 35. Non, mais c'est ça. Là, je ne te ferai pas sortir 35 doigts, mais tu peux sortir 5 doigts. Fallait avec 2020. 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Parce que le 20 il est dedans, puis le 24 est dedans. Le 90 est dedans, puis le 2024 est dedans. Ouais. Mais tu comprends? Tu l'avais. Ouais, de rien. Peux-tu me montrer ta réponse, là? Il me semble que tu as l'air d'un gars qui a une bonne réponse. Correct. Ouais, t'es pas loin, je pense que. Qu'est-ce que tu as fait, mettons, ta démarche? Là, En tu gros? peux regarder, là. Hein? Tu peux regarder. En fait, on a fait 3 fois le Trois chiffre. dans les nouvelles, Trois. trois dans les nouvelles. Pas 50%. Ouais, ouais, Trois. ouais. Donc, toi, 35e ou toi, 34e? Le côté imposé. Non, mais. OK. 3, Euh, 35. Pourquoi tu parles? OK, OK, mais t'as dit 3? T'as-tu dit le chiffre Ouais, 3? ouais. OK, c'est quoi 3? 3 ans, c'est quoi ton. Hein? OK. Mais c'est ça, Là, tu y vas, quand tu parles de même, tu parles au bout imposable. Hein? Tu sais, parce que tu peux tout dire, hein, c'est quoi l'exemption, puis tu peux tout dire, hein, c'est quoi qui est imposable. Tu sais, ça revient au même. Ça. Quand tu me parles de toi, tu essaies de trouver direct, puis c'est correct, le bout qui est imposable. Mais parce que le plus un C'est ça, c'est ça. C'est ça. Mais moi, j'ai l'impression, faites donc, fais 3. Toi, OK. Je vais parler à tes collègues. Là, fais 3 divisé par 35 fois 150 000. Multiplié par 50 après, excuse-moi. Ah, c'est bon, OK, vous l'avez. Vous l'avez, c'est bon, c'est bon. Non, excuse-moi. C'est juste parce que tu n'étais pas en mode vulgarisation, c'est juste ça. Alors, remonte-moi ta réponse, je t'ai dit, mais parce que je pense que ah non, c'est bon, c'est bon. Oui, c'est bon, c'est bon. OK, on va aller, on va prendre le résultat des votes, on va aller sur Kahoot. Oups, excusez-moi.
OK? Vos réponses. OK, une majorité, excellent. OK, on va regarder ça ensemble. Comment arriver à la bonne réponse? Donc, quand même, une majorité ont eu la bonne réponse. OK. Juste vous dire, dans un premier temps, on comprend, on l'a déjà dit, on va désigner le chalet pour exempter complètement le chalet quand on va vendre plus tard. On réserve les années pour le chalet, mais à cause du +1, ça nous permet de finalement aller chercher comme l'équivalent de 2 ans sur la maison de plus. OK? On va juste regarder ça comme il faut. Juste dire le calcul, on peut le faire, se concentrer sur c'est quoi l'exemption sur la résidence principale pour la vente de la maison. OK? Je peux me concentrer là-dessus, ou je peux aller direct, c'est quoi le bout qui va être imposable sur la maison? C'est la même qualité, c'est la même idée. Là. Je peux prendre les deux chemins. D'accord? Vous allez comprendre là, quand je vais mettre les chiffres sur la table. Donc, lorsqu'il y a des années communes, on choisit le chalet. Ça, on le comprend parce que c'est 10 000 de gains par année. Donc, le nombre d'années de désignation pour la maison, à la base, sera de 1990 à 2020. Pourquoi je désigne 2020 sur la maison et non pas le chalet? C'est parce que le chalet va avoir un +1 quand on va calculer. Je n'ai pas besoin de 2020. Okay? Je vais avoir un ratio de 6 sur 5. Là. Rien. Okay? 5 sur 5, c'est bien parfait. Ça va? Donc, c'est pour ça que le 2020 est là. Ça fait partie des subtilités du calcul, ça. Là. OK? Donc, je suis à 31 années de désignation. Mais dans mon numérateur de calcul d'exemption pour la résidence principale, si je vends la maison, j'ai 31 plus 1. 32, parce que ça, c'est la formule qui est de même. D'accord? Donc, mon exemption, on peut le dire en exemption, on peut le dire en gain direct. Mon exemption sera de 150 000 qui est le gain capital, fois 32 divisé par 35, qui est le nombre d'années de détention. Ou je pourrais dire le gain en capital, il est direct. 3/35e de 150 000. Je ne perds personne quand je dis ça, c'est deux chemins, mais c'est la même affaire. OK? Et là, il faut pas oublier fois le 50 OK? Voilà. Voilà le calcul. Donc, 18 personnes ont eu la bonne réponse. C'est excellent. Puis là, j'espère que tout le monde comprend. Ça va? On y va comme ça? OK, on va continuer. Il nous reste encore du temps avant la pause. Puis il y a d'autres choses à raconter quand on parle de devenir propriétaire, s'acheter une première maison ou une deuxième ou une troisième maison. Donc, les déboursés. On l'a vu dans l'analyse comparative, les déboursés sont hyper importants à déterminer. D'accord? Puis on doit les inclure dans nos calculs. Premier classement que vous allez faire, là, on se met en mode propriétaire, OK? On regarde si on est propriétaire, c'est quoi les déboursés qui sont prévisibles. D'accord? Donc, il y a les déboursés à l'achat. Comprenez que les déboursés à l'achat vont arriver une fois. Bien, une fois, à chaque fois que j'achète une maison. OK? Donc, j'ai les déboursés à l'achat, puis j'ai les déboursés à l'occupation. Les déboursés à l'occupation, c'est les déboursés qui sont là chaque année. Ça va? Donc, il faut faire ce classement-là, parce que quand on va faire nos calculs, on va placer une fois au début les déboursés au début à l'achat, puis on va placer les déboursés qui sont à l'occupation à chaque année si on est locataire. OK, donc, quel type de déboursé qu'on va retrouver à l'achat une fois lorsqu'on fait l'achat de la maison? Bien, la mise de fonds. OK? Donc, on en a déjà parlé, malgré que ce n'est pas l'idéal, compte tenu de la difficulté à accéder au marché de la première maison, bien des gens, malheureusement, mettent le minimum de 5 Mais ce minimum-là amène un coût supplémentaire parce que tu dois obligatoirement garantir ton prêt par la Société canadienne d'hypothèque de logement.
SCHL. OK, avec ça va ensemble. Donc, il y aura la mise de fonds. Si tu achètes une maison, l'évaluation, il y a bien des institutions financières qui vont vous demander de débourser des frais pour l'évaluation. Moi, personnellement, je trouve ça ridicule. Mais ça dépend. Quand je dis ridicule, si on est dans un quartier résidentiel, tout ça, si tu achètes une maison à l'île d'Orléans, là, peut-être que là, c'est une autre histoire, mais comprenez que l'évaluation. Mais bref, il va y avoir des frais d'évaluation. À ne pas confondre, ça, c'est l'institution qui va vous pousser probablement à avoir une évaluation. Donc, ça peut coûter, je ne sais pas, 500, 1000 $. Ce qui est important pour vous, que vous allez faire, vous ne pouvez pas passer par-dessus ça, c'est demander une inspection. OK? Donc, un rapport d'inspection avant d'acheter votre résidence, que ce soit votre première, deuxième, troisième. Ça va coûter aussi un montant d'argent. C'est variable. OK? Peut être 500, peut être 1000, peut être 1500. Ça bouge, ça. Mais, voyez là, la mouvance. OK, les frais commencent. Ah, il faut les prévoir. Il faut y penser. OK? Quoi d'autre qu'on va retrouver? Bon, le certificat de localisation, c'est par la bande. OK? Le certificat de localisation, s'il n'est pas à jour, c'est le vendeur qui va payer le rapport. OK? Mais je le mets quand même dans les déboursés parce que, tu sais, de manière indirecte, tu n'assumes probablement une partie, mais de façon indirecte. C'est juste, c'est conceptuel ce que je dis. OK? Le certificat de localisation, il faut qu'il soit à jour, c'est le vendeur qui va le payer. OK, le contrat de prêt hypothécaire, contrat d'achat, c'est deux actes juridiques, mais c'est ce qu'on appelle les frais de notaire. OK? Pour vous, là, c'est les frais de notaire. Quand tu vas acheter une maison, tu dois te choisir un notaire qui va réaliser ces deux actes juridiques-là, l'acte d'hypothèque, puis l'acte, le contrat d'achat. Puis ça, est-ce que quelqu'un a passé devant un notaire dernièrement? Moi, ça fait longtemps, je ne sais pas. Mais quelqu'un, non? Pas de chiffre à dire? OK. 1500, 1500, 1800, 1200, je ne sais pas. Dans ces eaux-là. OK? Donc, tu changes 3 fois de maison dans les 10 premières années parce que tu as été transféré 3 fois ou tu t'es séparé. Vous comprenez que ça revient 3 fois en 10 ans. Là. Vous commencez à comprendre que ce n'est pas nécessairement le meilleur placement d'être propriétaire quand tu n'es pas certain de ces éléments-là. Tu sais, ma carrière, je vais la faire où? Ma vie, je vais la faire où? Au début, on aime être mobile possiblement. Donc, pas de prêt, c'est de propriétaire. Tous ces frais-là arrivent. OK, assurance hypothécaire SCHL, bien important de comprendre ça. Donc, je viens vous le dire. Si vous faites une mise de fonds qui est moins de 20 alors ça, c'est un hyperlien. En anglais, je peux te le voir en français, s'il vous plaît. Oui. OK, concentrez-vous sur la colonne de gauche. OK, la colonne de gauche. Donc, les pourcentages que vous voyez, c'est le pourcentage du prêt. OK? Donc, le pourcentage du prêt, s'il est de 95 ça veut dire que votre mise de fonds est de 5. Vous comprenez l'histoire? Si le pourcentage de prêt est de 90, ça veut dire que votre mise de fonds est de 10. Alors, quand vous êtes à moins de 20 de mise de fonds, vous devez payer une assurance prêt une fois. Là, OK? C'est un déboursé initial. Mais regardez, quand vous faites une mise de fonds de 5 c'est 4 du prêt que vous devez payer en assurance prêt. Rajoutez la TVQ. Elle n'est pas là parce que la TPS ne s'applique pas. Donc, rajoutez la TVQ, le 9,975. Donc, le 4, je pense qu'il devient 4,4. OK? Si tu fais une mise de fonds de 10 tu empruntes 90 c'est 3,1. D'accord? Plus la TVQ. D'accord? Donc, ça, si on peut l'éviter, c'est une bonne chose. Si on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Ce que les institutions financières vont vous dire pour alléger votre peine, OK, pour que vous vous sentiez trop cheap de payer ça dans le beurre, vont vous dire ça fait baisser votre taux. Ça le fait baisser, oui, mais tu sais, je veux dire, faites le calcul, c'est pas, ça ne fait pas baisser le taux de beaucoup, là, je parle du taux d'emprunt. Ben, c'est sûr que ça sécurise le prêt pour l'institution financière. Elle est garantie. Donc, ça, c'est assurance prêt SCHL si vous faites une mise de fonds de moins de 20 OK. Quoi d'autre aussi qui va être systématique? Le droit de mutation. Dans le temps, on appelait ça la taxe de bienvenue. Ça ne s'invente pas, c'est le ministre Bienvenu qui avait instauré ça avec le Parti québécois en 1976 ou quelque chose comme ça. OK? Donc, les droits de mutation, c'est incontournable. Tu achètes 3 maisons en 10 ans, tu passes 3 fois à la caisse. Là. OK? Puis le droit de mutation, ça va assez vite. OK? C'est des fourchettes. Donc,
Mettez-les sur vos feuilles, 8,5 par 11, recto verso, pour l'examen final. Apprenez pas ça par cœur. Moi non plus, je ne sais pas par cœur. Je vais juste vous montrer la mécanique un peu. Ça change d'une municipalité à l'autre. OK? Donc, à l'examen, je vais accepter toutes les tranches que vous allez. Vous n'êtes pas obligé de connaître par cœur ou de mettre toutes les municipalités. Il y a un bout du droit de mutation qui se calcule pareil dans toutes les municipalités, mais la tranche en haut de 500 000, quand tu achètes une maison en haut de 500 000, là, chaque municipalité peut y aller avec son pourcentage, un peu. OK, ils sont limités à 3, là, mais ça bouge. Fait que je vais juste en prendre une, n'importe laquelle. Mettons Granby, comme je suis tombé dessus. Valeur de l'immeuble, disons 600 000. OK, donc 8 732, mais c'est surtout, là, c'était en petit, mais je vais vous montrer comment ça se calcule. OK? Prenez pas ça par cœur, mais ayez cette fourchette-là de calcul. Donc, le premier 58 900 sur la valeur de l'achat, le premier 58 900, parce que c'est indexé, c'est pour ça qu'il y a des chiffres bizarres de même, c'est 0,5 de 1 %. Donc, tout le monde a le 294,5 $. La portion entre 294 600 et 58 900 est à 1 %. Ça donne 2 357 si tu achètes une maison en haut de 294 600. Puis à partir de 500 000 et 284 600, c'est 1,5, 3 081. Donc, en bas de 500 000, toutes les municipalités du Québec doivent respecter ce barème-là, ces fourchettes-là. C'est en haut du 500 000 qu'il y en a des municipalités qui restent à 1,5, il y en a qui restent à 1,5 jusqu'à 800 000, puis ils passent à 3 % mais le plus sévère, c'est d'avoir dès 500 000, 3 % pour tous les dollars après. OK? C'est le cas pour Granby, pour de plus en plus de municipalités. C'est comme ça que ça se calcule. Vous n'avez pas à avoir, comme je vous dis, là, exactement le calcul de la municipalité qui sera mis en valeur à l'examen si cette question-là est posée, de l'achat versus la location. Mais c'est comme ça que ça se calcule. Okay? C'est par fourchette de valeur du prix d'achat. Okay, pour ça. Donc, ça, c'est incontournable. Ça va toujours se produire. Solde de la taxe d'infrastructure, je passe par-dessus, il y a des choses plus intéressantes à dire. À l'achat, ça aussi, là, c'est des trucs là, que ça dépend. Là, il y a un paquet d'éléments là-dedans. Tu sais, les frais de déménagement, je suis conscient, là, si tu déménages, tu en vas pour être propriétaire ou être locataire, il y a des frais de déménagement pareil. Je le mets là pareil pour illustrer l'idée de faire 3 déménagements en 10 ans. Ben, tu sais, ça amène des frais qui se multiplient. Puis je mets les meubles électroménagers, pas parce que quand tu es locataire, tu n'en as pas besoin, mais tout d'un coup, quand tu deviens propriétaire, des fois, tu deviens un petit peu fancy. Là, tu te dis, ah, ben non, mais il faut que ce soit de cette couleur-là, il faut que ce soit style. Quand je dis inducteur de coût comportemental, c'est de ça que je parle. OK? C'est pernicieux, je ne m'étends pas sur le sujet, mais c'est clairement là. OK, l'autre affaire que je veux vous dire, c'est la notion de la commission du vendeur. OK? Je suis tout à fait conscient que quand tu achètes, c'est pas toi qui es responsable du coût de la commission du vendeur qui va jusqu'à 5 6 Bon, ça dépend. Tu peux peut-être négocier ça à 4. Mais tu sais, 4, 5, 6, souvent 5. D'accord? Mais je veux juste vous dire que le vendeur essaie tout le temps de refiler un bout. Là. Je parle indirectement, là, pas directement, mais il va pouvoir peut-être vendre un peu plus cher pour qu'après la commission, bon, là, c'est un jeu d'offre et de demande, puis on se perd là-dedans. Mais je veux juste dire que ça n'existe pas des choses gratuites. C'est ça que je veux vous dire. Que si le vendeur vend avec une commission de 6 avec son courtier ou sa courtière, ben, c'est pas ça que sa courtier, voilà. Taxe de vente, OK, ça c'est un peu la base, là, mais juste m'assurer, parce que ça se peut qu'il y a des gens qui n'ont jamais regardé des maisons avant, puis c'est bien correct, mais c'est pas taxable. OK? Fait que, sachez-le. Sauf si elle est neuve. Si la maison est neuve, c'est taxable TPS, TVQ. Il y a un petit bout que tu récupères, mais normalement, elle s'est noyée dans le prix de vente là, du contracteur, mais il y a une mécanique, là, mais tu ne récupères pas tout, là, pas du tout. OK. Alors maintenant, à l'occupation. Quel genre de déboursés qu'on va avoir à l'occupation? Bien, les versements hypothécaires, les taxes foncières, je l'ai déjà dit, les assurances dans le sens que tu dois être assuré aussi si tu es locataire, mais tu n'assures pas la bâtisse quand tu es locataire. Fait que, c'est sûr que ce n'est pas le même coût. Ça coûte plus cher assurer quand on est propriétaire d'un immeuble résidentiel. L'entretien et la rénovation,
Ça varie, tu sais, ça dépend. Est-ce que tu achètes une nouvelle maison, une vieille maison? Mais tu sais, c'est utopique de faire une analyse financière puis mettre aucune provision pour ça. Il y a des montants à débourser à chaque année. Bon, OK. Inducteur de coût, fait qu'il y a un paquet de trucs que je mets là juste pour qu'on réalise que ça amène différents coûts. Alors, il reste peut-être, oui, il reste 15 minutes. On va prendre 15 minutes pour parler des hypothèques et les taux. Okay? C'est quand même un sujet important, surtout pour vous. Vous allez être propriétaire probablement un jour. Puis, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué, les hypothèques, toutes les offres possibles. Je vais essayer de décortiquer ça en 15 minutes, puis vous donner de la valeur ajoutée là-dessus. Je pense qu'il y a des choses intéressantes que je peux vous dire là-dessus qui pourront vous être utiles dans votre vie. Là, okay? Donc, les hypothèques, on va démêler les définitions ou les concepts dans un premier temps. OK, donc, la période d'amortissement, okay, apprenons pas ça par cœur, comprenons. La période d'amortissement, c'est sur quelle période est-ce qu'on va rembourser le prêt. Okay? Si jamais je gardais ma résidence 40 ans, après combien d'années je l'aurais complètement remboursé? Bien, ça dépend de ta période d'amortissement. La plupart des gens amortissent sur le maximum qui est 25 ans. Là, il y a eu un allègement, on peut se rendre à 30 ans. Si c'est une première résidence depuis septembre, c'est un cadeau, pas un cadeau, cadeau empoisonné, bien, faites vos analyses. Puis peut-être que oui, vous allez l'utiliser parce que ça va faire baisser les déboursés, les versements hypothécaires. Puis je peux comprendre, mais comprenez que ce n'est pas juste un cadeau, là, le 30 ans. OK? Bref, la plupart des gens, c'est 25 ans que les gens prennent. Ça, c'est la période d'amortissement. La fréquence des versements, bien, ça le dit, c'est à quelle fréquence vous allez rembourser l'hypothèque. Juste vous dire qu'il y a des fréquences qui sont payantes, puis il y a des fréquences que ça change à peu près rien. Okay? Je veux dire, c'est sûr que la plupart des gens, c'est mensuel. Okay? Alors, je veux juste faire réfléchir 2 secondes. Quelqu'un qui fait son paiement hypothécaire mensuellement versus quelqu'un qui dit je paye 2 fois par mois mon paiement hypothécaire. Autrement dit, il prend son paiement hypothécaire mensuellement, il divise par 2, puis il paye à chaque quinzaine la moitié. Ça ne change rien, OK? Juste vous dire, ça ne change rien, ça. OK? Ce qui change quelque chose, c'est de prendre ce qui est mensuel, puis le ramener aux 2 semaines, OK? Parce que ton 26, tu vas faire 26 paiements au lieu d'en faire 24. OK? Ça va paraître, OK? De payer aux 2 semaines avec la conversion de ce que j'aurais payé mensuellement. Ça fait une différence. Ça te fait 2 paiements, 2 demi-paiements de plus, un paiement de plus. Donc, ça fait une petite différence. Mais la plus grosse différence, c'est, même avant le taux quasiment, c'est la période d'amortissement. Tu sais, quelqu'un qui est très, très aligné, ses finances personnelles, souhaite prendre un élan pendant qu'on est jeune puis accumuler un maximum, fait ses calculs, ses REER sont pleins, c'est listé. Il y a 2 de la population qui réussit à faire ça, remplit tout, puis décide, ça ne va pas assez vite. Je vais mettre mon amortissement, je vais rembourser ma dette en 15 ans. Il y en a qui font ça. Okay. C'est dur, ça dépend, c'est quoi ta situation financière. Mais bref, le 25 ans pourrait être réduit pour payer moins d'intérêt. Mais là, c'est les questions qu'on a vues avant l'intra. Est-ce que je suis mieux d'avoir une période d'amortissement de 15 ans puis mettre moins d'argent dans le REER et le CELI? C'est la même question qu'on a vue avant l'intra. Ça dépend. Okay? Ça dépend de tes rendements espérés versus ton coût. La durée du terme, c'est ça que vous entendez le plus, c'est là-dessus qu'il faut se parler. Okay? Il y a des hypothèques qui se renouvellent à l'année. Il y en a qui se renouvellent à chaque 3 ans, chaque 5 ans. La plus populaire au Canada, c'est 5 ans. Il y en a, c'est 7, il y en a, c'est 10. Puis, il y en a qui sont variables. C'est-à-dire qu'ils vont varier à chaque fois que le taux directeur de la Banque du Canada varie. OK? Je veux juste vous dire une grande vérité tout de suite. OK? C'est impossible à la base anticiper puis deviner qu'est-ce qui est mieux. Ça, je vous le dis tout de suite. Vous pouvez bien faire toutes les discussions là, que vous voulez. Tout est dans le taux, tout est intégré, toute l'information est intégrée dans le taux. Donc, tu ne peux pas vraiment dire, par exemple, là, le 1 an, il est élevé parce que les taux vont diminuer, c'est ce qu'on anticipe. C'est déjà emmagasiné dans le taux d'1 an. Fait que, à la base, c'est bien important ce que je vous dis. Il n'y a pas vraiment d'analyse à faire par rapport à être gagnant sur les taux. C'est ça que je veux dire. Il y a du qualitatif, puis des éléments comportementaux, puis des choses très importantes à dire.
Mais comprenez qu'à la base, personne n'a la boule de cristal, puis la présidente de la Deutsche Bank, là, elle ne peut pas plus te le dire. Là. Moi, je ne peux pas vous le dire. Okay? Mais il y a des choses à dire. La seule chose qui est prouvée, jusqu'à preuve du contraire, des études sur une longue période, c'est que quelqu'un qui a les reins assez solides dans le sens qui est capable de faire face à des variabilités, à des changements de taux, puis qui ne panique pas, c'est prouvé que quelqu'un qui prend du 1 an versus quelqu'un qui prend du 5 ans, sur, mettons, 30 ans ou 35 ans, 40 ans, tu vas avoir été gagnant. Ça, on peut le dire, ça se vérifie. OK? Mais là, quand je vous dis ça, prenez 1 an, puis là, les taux directeurs ils augmentent de 2, augmentent de 2 là, vous n'allez pas être content de vous rappeler ce que je viens de vous dire là. OK? Il faut comprendre la game, il faut comprendre de quoi il s'agit. OK? Mais c'est quelque chose qui se vérifie, qui est factuel, le court terme. Donc, vous comprenez que si je vous dis le court terme, sur une longue distance, c'est ce qui donne le meilleur résultat au niveau des taux. OK? Vous comprenez que la variable, c'est la même affaire. Parce que variable, lui, il change vraiment à chaque fois que le taux directeur change. Fait que variable puis 1 an, ça se ressemble dans la mentalité. Ce n'est pas pareil, mais ça se ressemble. Parce que variable va changer à chaque annonce du taux directeur, puis 1 an va changer à chaque année. Fait que, les deux changent beaucoup versus 5 ans. 5 ans, il ne bougera pas. OK? Fait que ça, déjà, c'est important que je vous explique ça comme ça. Le 5 ans, il est plus coûteux de façon générale. Là, je ne dis pas à la pièce. En ce moment, il est moins cher que le 1 c'est sûr, parce qu'on anticipe des baisses. OK? Mais il est moins coûteux. Il est plus coûteux d'habitude parce qu'il y a comme une assurance, il y a comme une garantie de dire OK, tes taux ne bougeront pas. Tu peux dormir sur tes deux oreilles, ou sur tes deux oreillers plutôt. Tu peux dormir sur tes deux oreillers. Ça ne bougera pas pendant 5 ans. Fait que ça, c'est comme une assurance. Donc, il y a une prime cachée là-dedans. Il y a un coût là-dedans, dans cette idée-là. Mais si vous avez assez de souplesse, vous comprenez la notion de vase communicant des finances personnelles, vous voulez prendre la meilleure décision sur le taux tel quel, c'est mieux 1 an que 5 ans. Ça, je peux le dire. OK. Bon. Moi, j'ai dit ça, je vais vous dire, rappelez-vous de ce que je veux de ça, mais je vais vous préciser ce truc-là d'aller vers le court terme versus le long terme, quand vous pouvez le faire sur une longue période, ça va donner un meilleur résultat. Mais j'ai quelque chose à vous dire là-dessus tantôt, prochaine acétate. Ah oui, ouvert, fermé, ça, c'est juste une question. C'est important de savoir qu'est-ce que ça veut dire. Ouvert, ça veut dire que ça, c'est quand tu t'apprêtes à vendre. Quand tu dois renouveler ton hypothèque, puis tu dis dans les 6 prochains mois, dans la prochaine année, je vais vendre, bien, ça peut être, il faudrait que tu sois ouvert ou que tu sois sur un court laps de temps d'1 an parce que tu n'auras pas de pénalité pour remboursement anticipé de ton hypothèque. Vous comprenez que quand vous vendez puis que vous remboursez votre hypothèque de 450 000, puis si c'est un terme de 5 ans, puis ça fait juste 2 ans, tu vas payer une méchante beurrée de pénalité. Là. Tu sais, il y a ça dans l'équation du 5 ans aussi. Dans l'équation du 5 ans, ta synchronisation de ta vente pour ne pas payer de pénalité pour remboursement anticipé parce que tu reçois l'argent et tu veux passer à autre chose. Bon, il y a ça aussi là-dedans. Oui, Ethan. Oui, oui, le ouvert, il est très. C'est même pas. Tu ne prendras jamais un ouvert à moins que tu sais que tu vas vendre. Parce que je vais donner ordre de grandeur, c'est 9,15, je pense, en ce moment. Il essaie de. Finalement, il te charge le gros taux pour faire en sorte, pour éliminer le fait que tu ne payes pas de pénalité. C'est une business, hein? OK, donc, ouvert, on ne fait pas ça pour être fancy, c'est juste parce qu'on vend. On s'apprête à vendre. OK, là, je sais qu'il y a beaucoup d'informations. Je vais juste attirer votre regard sur les deux bulles jaunes dans un premier temps. Donc, les taux directeurs, ça varie. Hein? Il y a des moments où ça ne varie pas pantoute, des longues périodes où ça ne varie pas, puis il y a des périodes de turbulence. Donc, le 9 mars 2022, c'est la dernière fois que le taux directeur était aussi bas. C'était de 0,5 de 1 Donc, ce 0,5-là, il a duré longtemps, par contre. Il a duré bien avant la pandémie. Puis il a duré très longtemps à 0,5, 0,75. Il était très, très bas. Donc, les taux hypothécaires sont très, très bas dans ce temps-là. C'était un lien direct entre les deux. OK? Donc, et 30 octobre 2024, aujourd'hui, ben, je vais regarder hier, aujourd'hui, il était à 3,75. Mais il y a 6 mois, il était à 5. Il était revenu à un taux élevé, le plus élevé qu'il avait été depuis très longtemps. D'accord? Donc, ça joue. Et c'est ça que je peux vous dire qu'on ne peut pas. Tu sais, même si tu sais que oui, les taux directeurs vont probablement baisser encore dans la prochaine année, c'est emmagasiné dans l'offre du taux hypothécaire. Fait que tu ne peux pas vraiment essayer de jouer au bout de fin avec ça, à part de vous dire le court terme, ça c'est le long terme, sur une longue période,
c'est mieux le court terme, c'est ce que l'histoire dit. D'accord? Bon, OK, donc 0,5, 3,75. Les taux que vous voyez, là, disons, concentrons-nous sur la première rangée. 1 an fixe, 2,19, 5 ans fixe, 2,89. Ça, c'est quand que le taux directeur était à 0,5. Okay? Ça, c'était la belle époque. Okay? C'est ça qui se passait, les taux étaient bas. Ils ont été bas très longtemps, sur 10 ans à peu près, des taux comme ça, 2,19, 2,89, même en bas, 1,89, des affaires comme ça. Okay? Là, regardez la rangée juste en bas. Taux affiché dans le 1 an, 2,79. Taux affiché, 4,79. OK? Par rapport au 2,89, par rapport au deuxième. OK, il est là mon deuxième conseil. Ça, c'est très pointu ce que je vais vous dire. Très, très pointu. Écoutez-moi tout, ça va vous arriver un jour. Là, vous vous rappelez que je dis sur une longue période, faites ce que vous voulez, le court terme donne un meilleur résultat que le long terme. Ça, je l'ai déjà dit. Écoutez bien la nuance. Comprenez-vous la différence entre, mettons, on prend le 5 ans. Là. Taux affiché, 4,79, puis 2,89. Est-ce que vous êtes capable de me dire en mots, c'est quoi? Pourquoi qu'il y a deux taux? Là? Pourquoi ça? Ça représente quoi, ça? Affiché, 4,79, puis 2,89, le rabais. Qu'est-ce que ça représente? Pas idée de ça. Ça représente que si tu n'as pas d'hypothèque, tu achètes ta première maison, tu n'es pas lié avec personne, tu es très sexy pour les institutions financières. Ils t'aiment beaucoup. Ils te courtisent. OK? On va te faire un deal à 2,89. OK? Après ça, une fois que tes clients, puis tu as une hypothèque avec la caisse ou la banque, puis tu renouvelles aux 3 ans ou aux 5 ans, tout ça, tu sais que tu es là-dedans, là, tu es captif. Parce que oui, tu peux sortir, mais il y a plein de frais, puis ça ne vaut pas vraiment la peine, mais là, je sais que l'autre banque, elle va vouloir payer tes pénalités, mais fais tes calculs, ce ne sera pas avantageux. OK? Fait que là, quand tu es pris avec la caisse, parce que tu as déjà signé une hypothèque à 1 an ou 3 ans, puis là, tu renouvelles, tout affiché, tout affiché. Donc, si vous mettez 1 plus 1, là, ce que je viens de vous dire, avec ce que je vous ai dit, court terme versus long terme, y a-t-il une réflexion qui s'amorce dans votre tête par rapport à ça? Yes, Ethan. Yes. En plein ça. Donc, malgré le fait que je vous disais que c'est mieux court terme que long terme, vous êtes sexy pendant 5 ans ou vous êtes sexy pendant 1 an. OK? L'avantage de 4,79 versus le 2,89, c'est mieux de le faire durer 5 ans. OK? Fait que là, quand je vous dis ça, je vous ai dit tout ce que j'ai à vous dire sur ça, là, très, très concret, très terre à terre, très. Les gens de la caisse de la banque ne parleront pas comme ça. Là. OK? Donc, ça, c'est important de comprendre ces éléments. OK? Présentement, ou hier, j'ai regardé hier, vous voyez, le 1 an était 5,94. Ça, c'est le taux. Vous êtes un nouveau client. OK? Puis le taux, vous êtes un ancien client, 7,29. Ça, c'est les meilleurs taux pour 1 an. C'est sûr que le 5 ans va être plus bas parce qu'on anticipe une baisse de taux, là, ça s'en vient, OK? Qui est commencée. Fait que pour 5 ans, c'est 4,29. Tu es un nouveau client, tu es un vieux client, 6,49. Hein, des gros écarts hein, entre tu es un nouveau client, on te courtise, puis tu es captif. Hein? Ça, c'est du capitalisme à son meilleur. C'est bon? Question sur les hypothèques, sur les taux? Ça va? C'est un peu la base, mais c'est quand même important ce que je vous raconte. Le variable, présentement, est de 5,95. Ça, c'est les meilleurs taux. Hein, vous voyez la question qui a été posée tantôt. Le ouvert, il est 9,5. Je l'ai regardé hier. OK, donc juste ça avant la pause, c'est quelqu'un, ce qui fait mal, c'est quelqu'un qui se fait prendre dans ces grands changements de taux-là. OK? Quand il y a des grosses variations, donc quelqu'un qui avait une hypothèque de 600 000, ça se peut, 2 ans plus tard, là, quand que, versus il l'a passé de 2,19 à 5,94. Le 1 an a passé de 2,19 à 5,94, bien, ça fait passer les versements mensuels de 2 596 à 4 070. Donc, dans ton budget, là, 14 000, 15 000 après impôt de différence. Là, ça te prend un petit coussin pour absorber ça. T'sais. Si tu fais tous tes calculs avec 2,19, là, tu ne devrais pas faire ça. Tu devrais faire tes calculs avec des taux moyens, même si le taux est plus bas en ce moment que le taux moyen sur les 30 ans ou quelque chose comme ça. OK? Bon, vous méritez une bonne petite pause. J'ai beaucoup parlé. Alors, on prend ça à moins quart, 13h45 avec le cas de Mme Larrivée.
OK, on regarde ça ensemble. Alors, la première chose, si on se met dans le cas puis on lève la tête, on se doute que ça va prendre des méchants gros résultats financiers pour le scénario achat pour encourager Mme Larrivée à faire l'achat du chalet. OK? Juste en termes de logistique, en termes de logique opérationnelle, c'est sûr que ça la regarde en bout de ligne. Mais peut-être lever la tête et lui faire réaliser que acheter pour être là 3 mois, puis louer 9 mois, versus aller directement louer pendant 3 mois, puis avec toute la souplesse que cela amène, il y a un gros, gros soulagement, il y a un gros avantage opérationnel, là, OK? On s'entend là-dessus. Évidemment, si les résultats sont tellement spectaculaires pour le scénario achat, ça va valoir la peine. Mais si on est serré ou proche dans les résultats financiers de louer versus acheter, bien, la conclusion n'est même pas dure à aller chercher. On va recommander la location. OK? Donc, on va faire la mécanique parce qu'il y a quand même pas mal de mécanique. Euh, L'autre chose que je veux vous dire, c'est que c'est une approche de flux monétaire. OK? Ce n'est pas une vanne. Ça ressemble à une vanne. Il y a des concepts qui reviennent à ce qu'on fait quand on fait une vanne. On travaille juste une vanne, on travaille des flux monétaires. On ne parle pas des intérêts, on ne parle pas de l'amortissement. On regarde qu'est-ce qui rentre et qu'est-ce qui sort en flux monétaire. Ici, ce qu'on fait, c'est exactement la même chose par rapport au flux monétaire. C'est comparatif. Là, c'est là que c'est différent avec la vanne. C'est comparatif. Je compare les flux monétaires entre scénario location versus achat. Donc, ça, c'est quand même une distinction, puis une grosse distinction avec la vanne. C'est important de parler comme ça parce que des fois, c'est pas facile les outils financiers que vous utilisez puis qu'on vous pousse. Je sais que c'est pas facile à intégrer et à bien comprendre toujours, mais la vente, c'est de ramener tous les dollars en dehors d'aujourd'hui. Là, je suis après vous les pousser toutes dans le futur dans ma méthode. Il ne faut pas que ça vous mélange. Ça peut vous mélanger, mais ça se comprend. Là, je veux dire, c'est légitime comme démarche aussi. D'accord? Donc, ça, c'est une démarche de flux monétaire, comparative, de coût pertinent qui pousse vers le futur. OK? C'est comme ça, je vais le résumer. Donc, ça c'est une des choses. Dernière chose avant de regarder un peu la mécanique ensemble, puis encore une fois, il n'y a pas une seule bonne réponse. Il y a toutes sortes d'hypothèses d'intégration que vous allez faire qui vont être acceptées dans le barème d'un examen. OK? Ça, il n'y a aucun problème. Mais quand je lève la tête, puis je me mets en mode conseil, la valeur ajoutée la plus importante, ou presque, que je pourrais faire à Mme Larrivée, à cause que je connais un peu son contexte dans l'énoncé, avant de faire les calculs, c'est quoi vous pensez? Qu'est-ce qu'on pourrait dire à Mme Larrivée qui serait vraiment un conseil intéressant pour elle, intelligent, intégré? C'est pas facile, là. Ce que je vous demande de voir, c'est dans ma tête, puis là, je sais bien que c'est pas tout le monde qui est dans ma tête, mais quand même, quand vous regardez la structure de financement de cet achat-là, puis vous regardez le profil de Mme Larrivée, il n'y a pas quelque chose que vous avez le goût de dire. Vous n'avez pas le goût de lever la main et de dire quelque chose? Big picture, financier, structure. C'est quoi le profil de Mme Larrivée? On ne connaît pas le détail, ce qui reste dans les poches, mais on sait que son entreprise fait 1 million par année. Ça, c'est dit. OK? Je pense que c'est profit. On dit 1 million de profit. On dit qu'elle se verse un salaire de 300 000. On nous dit que les réels et les CELI sont pleins. OK? Donc, est-ce que ça serait une bonne idée de lui dire, vous ne seriez pas capable de mettre un petit 100 000 de plus, vous auriez une mise de fonds de 20 puis vous n'aurez pas d'assurance prêt CHL à payer? Tu sais, ça serait vraiment un bon conseil à lui donner. Maintenant qu'on ne le voit pas, c'est correct, c'est normal. Je ne m'attends pas à ce que vous voyez cet élément-là, là, comme ça. Là. OK? Mais quand je vous le raconte, ça serait intéressant que vous disiez, ouais, c'est vrai que c'est quelque chose qui pourrait être abordé, qui aurait été intéressant à soumettre à Mme Larrivée. Fait que ça, c'est un peu comme le gros, gros big picture de l'histoire. Si on plonge un peu, bien, c'est une mécanique qu'il faut s'approprier. Pour la première fois qu'on le fait, ce n'est pas nécessairement si simple là, de se rappeler toute la structure, mais à un moment donné, plus qu'on en fait, plus qu'on réfléchit à ce qu'on est après faire, plus qu'on comprend ce qu'on est après faire dans la mécanique. OK? Donc, comme je vous l'ai dit, on va comparer deux scénarios. Qu'est-ce qui se passe si Mme Larrivée achète? Qu'est-ce qui se passe si Mme Larrivée loue? D'accord? Donc, si elle achète, ça présuppose un paquet de déboursés. Certains déboursés qui vont être une fois au début, à l'achat, puis d'autres déboursés qui vont être là
à chaque année. Puis de l'autre côté, c'est pas compliqué, c'est 3 fois 5 000, 15 000. OK? L'autre côté, c'est qu'elle paye 5 000 par mois pour les 3 mois où elle passe son été, juin, juillet, ou à Baie-Saint-Paul. Tout, elle n'a rien d'autre à payer, c'est seulement 5 000. C'est comme ça que l'énoncé a été donné. OK? Donc, tous les frais sont aux frais de celui qui louera, que ce soit le locataire. Locataire, plutôt. OK, donc quand on regarde du côté des achats, quels coûts initiaux qu'on va intégrer? Bien, il y a plein de trucs qui sont donnés dans l'énoncé. Alors, on a une mise de fonds de 99 999. C'était une donnée que vous aviez. Le notaire de 1500, je crois que c'était donné. Ou si ce n'était pas donné, il faut l'intégrer, il faut le mettre. C'est vous les experts, les experts. Okay? Vous n'avez pas à mettre tous les frais possibles, mais ceux qui sont incontournables, même si vous ne savez pas exactement comment ça coûte un notaire, faites un estimé, puis je vais vous suivre là-dedans. Mais je vous le dis, un notaire, ça coûte autour de 1500, entre 1000 et 2000. D'accord? Donc, notaire. Droit de mutation, il faut absolument l'intégrer. Si la cliente oublie de vous donner cet énoncé-là, c'est vous, les experts qui savez que quand on fait l'achat d'un immeuble, il y a un droit de mutation et il faut l'intégrer, même si ce n'est pas dans la donnée. D'accord? Donc là, j'ai toute une formule, comme je l'ai dit. Il y a un palier qui est à 0,5 de 1 un autre palier à 1 un autre palier à 1,5 et finalement un dernier palier qui est à 3 Donc ça, vous devez avoir ça sur votre feuille de travail ou votre feuille de notes à l'examen pour pouvoir faire ce calcul-là. Mobilier de départ, c'était dans l'énoncé. On vous disait si Mme Larrivée faisait l'achat du chalet, elle devait avoir payé 30 000 de mobilier. Si elle loue, c'est tout le temps pertinent, c'est tout le temps question d'analyse pertinente, comment c'est dit. Si elle loue pendant 3 mois, tout va être fourni, tout va être meublé. Donc, ça devient vraiment un coût qui est pertinent à l'analyse. Oui, Ethan? Oui. Oui, mes paliers ne sont pas à jour, exact, exact. Bien vu. OK? Donc, ça, c'est évidemment, on le voit, c'est 2023, donc on est en 2024. Donc, on intégrait le mobilier de départ, c'est pertinent. Évaluation, inspection, je les ai mis. Je ne me souviens pas si c'est dans l'énoncé ou pas, mais l'un ou l'autre, on peut les intégrer. Ça, si c'est dans l'énoncé, mettez-le. Si ce n'est pas dans l'énoncé, ce n'est pas grave. Vous n'êtes pas, c'est pas pas du même niveau. Là. Vous comprenez? Les droits de mutation, la SCHL, quand ça s'applique, ça, c'est incontournable. Okay? Puis le notaire aussi, si je vous en parle pas. Les autres, ben, c'est facultatif, si on veut. L'assurance prêt SCHL, ben, c'est notre 3,1 parce que la mise de fonds est de 10 donc ce n'est pas 4 c'est 3,1 mais plus quand on regarde dans la formule, la petite portion la grosse portion de TVQ, 9,975 qu'on doit ajouter. Il n'y a pas de TPS. Donc, il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Le 184 000 que j'ai consigné ici, ça veut dire que si j'achète, je dois débourser 184 000. Madame Larrivée doit débourser 184 000. Donc, si elle loue, ce 184 000-là est disponible. Il faut voir ça en croisé comme ça. Il faut vraiment que ça nous rentre dans la tête, cette histoire-là. Okay? Donc, je répète, le 184 000 qui est requis dès le début si je fais l'achat, c'est quelque chose que je vais pouvoir placer si je loue. Ça, c'est une fois, c'est au début. Donc, mon placement de 184 000, quand je vais analyser le résultat de la location, quand je suis locataire, bien, ça va être une seule fois, mais pendant 5 ans ou 10 ans, dépendamment si je suis dans le scénario de 5 ans ou 10 ans. Donc, ça, ce sont les déboursés qui sont les déboursés initiaux. Maintenant, il va y avoir des frais d'occupation. Si Mme Larrivée achète le chalet, elle va payer une hypothèque, d'accord, sur 900 000. L'achat est à 999 999. Puis, elle fait une mise de fonds de 99 999. Donc, moi, ça me donnait 65 259 pour une année. J'ai le détail, je vais rendre ça disponible là, à partir de mardi prochain. Donc, ça, c'est les versements hypothécaires. Juste dire, Daniel me posé la question tantôt. Comme vous pouvez le remarquer, l'assurance prêt SCHL, je l'ai mis comme un dépôt initial, comme un déboursé initial, comme si Mme Larrivée prenait l'argent et elle payait tout de suite.
Dans la vraie vie, ça se peut. Mais dans la vraie vie, la plupart des gens qui ont une assurance prêt SCHL à payer, à débourser, ils l'incluent, ils le rajoutent à l'emprunt. OK? Fait que ça, dans ce cas-ci, on ne l'aurait pas comme déboursé initial, mais ça augmenterait l'emprunt puis ça augmenterait les versements hypothécaires. Les deux seraient bons, là. Les deux approches seraient des bonnes approches. Alors, quand je regarde tout ça dans les frais à l'occupation qui sont pertinents à l'analyse acheter versus louer, j'ai l'électricité parce que si elle loue, elle paye 5 000, elle n'a aucun autre frais. Elle n'a pas d'électricité à payer ou rien. Les taxes foncières, c'était donné. Les assurances, c'était donné par mois 200 pour 2 400. Encore une fois, il n'y a pas d'assurance à prendre si on est locataire. Entretien et réparation, c'était une donnée qui vous était fournie, 10 000 Alors, j'ai pour 93 659. Madame Larrivée va débourser 93 659 à chaque année cette fois-ci. Là, c'est une annuité. À chaque année, si elle achète plutôt que louer. Comparé aux 15 000, hein, c'est loue, c'est 15 000 qu'elle débourse à chaque année. Bien sûr, on a dit que Mme Larrivée, si elle fait l'achat, elle va louer elle-même. Là, ça venait mélangeant, il fallait démêler les locations. Là. Il y a la location que Mme Larrivée fait pour elle parce qu'elle décide de louer plutôt qu'acheter. Puis il y a la location qu'elle fait parce qu'elle a acheté les 9 mois où elle n'est pas présente à Baie-Saint-Paul, elle va louer. Je pense que c'était 3 500 par mois, ce qui donne 31 500. J'ai déjà eu la discussion, ou en tout cas, je l'ai déjà présenté, ce qu'il y a de l'impôt, la chaîne de réflexion fiscale, c'est de dire c'est imposable. Je regarde les déboursés ou les dépenses, dans ce cas-ci, vous voudrez dire les dépenses fiscales. Sur le 13 159, c'est presque toutes des dépenses éligibles. C'est sûr que dans le versement hypothécaire, j'ai un bout qui est du capital, mais c'est surtout des intérêts au début. Puis l'entretien et réparation, bon, est-ce que c'est capitalisable ou pas? Mais c'est pas important d'aller dans le détail de ça. 9/12e, on prendrait 9/12e de ces déboursés-là. On voit qu'on va dépasser facilement le 31 500 de revenus. Donc, le revenu imposable serait de 0. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'impôt. C'est pas qu'il n'y a pas d'impôt parce qu'on va cacher ça à l'impôt, tout en dessous de la table, ou je ne sais pas. Non, c'est imposable, mais il y a des dépenses pour éponger ces revenus-là. Alors, ça, c'était le côté, évidemment, achat. Le côté location, on le dit, c'est 15 000 c'est tout. Dans ce cas-ci, c'est 5 000 par mois pour le mois de juin, juillet, août. Alors, c'est là que ça se passe. Une fois qu'on a bien classé nos déboursés, bien là, il faut faire l'analyse financière, une photo après 5 ans. Dans ce cas-ci, c'est 5 ans. Je vous ai demandé de faire 2 photos. Okay, c'est correct, vous n'aviez pas le temps de vous rendre jusque-là, là, mais prendre 2 photos parce que Mme Larrivée ne savait pas si elle était pour garder ce chalet-là 5 ans ou 10 ans, entre 5 ans et 10 ans. C'est important, vous comprenez pourquoi je vous ai dit, faites pas une moyenne. Parce que je veux que vous voyez l'impact de la durée, l'impact de garder plus longtemps sur le résultat financier. Des fois, ça passe qu'après 5 ans, on est mieux de louer, mais si on le garde 10 ans, on est mieux d'acheter. Vous comprenez? C'est la sensibilité qu'il faut faire ressortir, l'analyse de sensibilité. Alors, si on arrive à nos calculs maintenant, après 5 ans, si j'ai acheté, j'ai une maison de 999 999 qui va prendre de la valeur. J'ai pris un rendement de 5 par année pendant 5 ans. Ça me donne une valeur future. Je vais pouvoir vendre, si cette hypothèse-là se matérialise, je vais pouvoir vendre la résidence ou le chalet plutôt 1 276 000. C'est là que le 5 il est discutable. OK, vous mettez 5, 6, 7, 8, 4, 3, 9, mais éloignez-vous pas de ça. Là, je suis assez permissif. Mettez pas le 15. Là. Vous me démontrez que vous le faites machinalement. Il ne faut pas faire ça machinalement, ce genre d'analyse-là. J'ai mis une commission, c'est facultatif, c'est pas grave, on ne sait pas, mais dans la vraie vie, là, quand tu cherches une maison puis tu commences à regarder des maisons en haut de 800 000, 700 000, là, ben là, tu n'es plus vraiment sur du proprio, là, ou tu n'es plus sur Marketplace, tu as des courtiers en valeur immobilier, puis il y a une commission. Mais là-dessus, c'est l'un ou l'autre, là, c'est pas bien grave de mettre une commission ou pas. L'impôt, je l'ai expliqué, c'est important de mettre un calcul d'impôt ici.
Le calcul d'impôt, c'est le coût, le coût, oui, c'est ça, 999 999, moins le prix de vente, fois 50 à ce moment-là, c'est 50 d'inclusion. On verra si à un moment donné, ça va passer à 66 et 2 tiers. C'est ça qui est supposé. C'est ça qui est en vigueur depuis le 25 juin pour après 250 000 de gains en capital. Mais si le gouvernement Trudeau tombe, parce que les minoritaires, ça tombe à l'eau aussi. Fait que, bref, à suivre. On ne sait pas, on ne connaît pas l'avenir pour ça. Mais il y a un impôt à calculer. Je prends un taux marginal de 53 parce qu'on vous dit dans l'énoncé qu'elle fait déjà un salaire de 300 000. Vous voyez, ça, c'est un exemple que c'est le taux marginal que je dois utiliser. Et je calcule le solde, le solde hypothécaire après 5 ans. Donc, c'est vraiment l'histoire de dire que j'ai un emprunt de 900 000. J'ai fait 5 fois 12, j'ai fait 60 versements avec le taux qui était en vigueur, puis je sais la valeur de mes paiements. Puis là, je me dis, quelle est la valeur future? Il me reste combien? Il reste combien, Madame Larrivée, à payer pour s'acquitter, avoir quittance de l'hypothèque? Et mon calcul donne 736 847. Bref, c'est vraiment des flux monétaires. Tu ne peux pas être plus visuel que ça. Dans la vraie vie, si toutes ces hypothèses-là sont véridiques, ce ne sera pas le cas, il va y avoir des variations, mais si elles étaient toutes véridiques, elle se retrouverait, Mme Larrivée, à 428 000 dans ses poches. Est-ce que ça veut dire que c'est un profit? Est-ce qu'elle a fait un profit de 428 000? Pas pantoute. Je fais une analyse de coût pertinent. Ce n'est pas un coût global. Okay? Donc, 428 000 avec le scénario achat. Maintenant, le côté location va permettre à Mme Larrivée d'avoir des liquidités, beaucoup de liquidités supplémentaires qu'elle va placer. Pas dans un REER, pas dans un CELI, parce que dans l'énoncé, je vous disais que les plafonds étaient tous occupés. Il faut falloir calculer de l'impôt dans cette histoire-là. Alors, le 184 025 qui correspond aux déboursés initiaux qu'on a identifiés, 184 025, si je loue, il est disponible. On le place pendant 5 ans à 5 ça donne 234 868. L'épargne annuelle, c'est quoi l'épargne annuelle? C'est la différence entre les déboursés annuels si Mme Larrivée devient propriétaire, 62 159, moins le 15 000 si elle loue. Donc, à chaque année, on va générer, Mme Larrivée va avoir 47 159 qu'elle va pouvoir placer pendant 5 ans à 5 ça donne 260 580. Alors, le résultat est de 495 449 avant impôt. Après impôt, bien, l'impôt est de 20 000. Là, quand vous regardez ça, faites attention, c'est important. On lève la tête, OK? C'est sûr que quand vous le regardez rapidement, vous dites, mon Dieu, le chiffre, il est donc bas. C'est 20 000 impôts, puis la valeur est 495 449. Vous constatez que c'est petit. Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi ce chiffre-là, impôt, est si petit par rapport à la valeur future des investissements? Quelqu'un peut me dire ça? Pourquoi que le chiffre est si bas? C'est une bonne question. Ça prend de la réflexion. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Oui? C'est ça. C'est qu'il faut isoler juste la partie rendement. On est habitué parce qu'on est tout le temps en REER, ou en CELI, il n'y aurait pas d'impôt, mais si on est en REER, quand on le sort, tout est imposable. Mais là, ce n'est pas ça ici. On est hors abri fiscal. Tout est imposable, d'accord? Tout le 495 449 est imposable, mais tu as des PBR. C'est le retour des PBR, OK? Ça fait longtemps, je n'ai pas dit le mot PBR depuis cette cours, depuis le début de la session. Là, c'est le retour des PBR. Le 184 025 que je place, c'est le PBR. Puis là, la valeur dans 5 ans, c'est 234. Donc, c'est un moins l'autre qui est imposable. Même affaire avec le 260 581. C'est 260 581 moins 5 fois 47 159. Donc, OK, là, on n'est plus dans un abri fiscal. Puis aussi, il faut comprendre que j'ai pris une inclusion de 50 alors il y a une hypothèse. Tu sais, dans la vraie vie, peut-être que Mme Larrivée, par rapport à ce genre de placement-là, il y aurait du revenu d'intérêt, du revenu de dividende, du gain capital. Et ces trois choses-là que je viens de vous nommer s'imposent de manière différente. Chacune a sa caractéristique. Bon, pour les fins d'exemple ici, c'est bien sûr qu'on n'a pas à détailler ça. Je fais juste vous soulever ce point-là, juste pour réfléchir à ça. Mais vous pouvez prendre l'hypothèse. Moi, j'ai pris c'était juste du gain capital, puis c'est bien correct. Donc, c'est pour ça qu'il y a un petit chiffre, parce que c'est le retour des PBR, du PBR.
Alors, c'est quoi le résultat des courses? Après 5 ans, analyse comparative des flux monétaires. Si je loue, si Mme Larrivée loue, elle va avoir 475 293 dans ses poches, dans l'analyse. Puis si elle a acheté puis elle vend dans 5 ans, elle va avoir 428 000. Donc, il y a un avantage à louer de 45 000. Quand même, sur 5 ans, 45 000. Et surtout, les emmerdes. N'oubliez pas que c'est ça que j'ai dit au tout début. Les emmerdes. Tu achètes pour être là 3 mois, louer 9 mois pour perdre 45 000 $. OK, merci, non merci. Là, je veux dire, c'est ça aussi. D'accord? Fait que, encore une fois, je suis vos raisonnements. Vous n'arrivez pas à ce résultat-là. Vous pouvez même arriver avec peut-être un résultat inverse. Si les hypothèses ont un sens, ce n'est pas une erreur comme j'ai oublié de calculer l'impôt, j'ai mal calculé l'impôt. Ça se peut que vous ayez tous vos points, même si vous n'arrivez pas nécessairement à la même conclusion. Il faut être cohérent dans notre conclusion par rapport à nos résultats. Fait que ça, c'était le résultat après 5 ans. Évidemment, après 10 ans, on va juste aller voir qu'est-ce que ça donne. C'est la même logique, là. Oui, Ethan? Oui. Eh oui, là, je vais te trouver pas mal. Oui, c'est ça que je voudrais avoir comme réponse. Ça serait ma meilleure réponse. Exactement. Tu sais, moi, ce qui me déprimerait, ce serait de voir, je vais juste faire du pouce ce que tu dis. Moi, ce qui me déprimerait comme conclusion, le cas de Mme Larrivée, tu arrives avec un résultat avantage achat, je ne dirais pas 5 000, je veux dire 2 108 $, puis là, bang, tu rentres là-dedans, vous devriez acheter. Ça, c'est comme. On ne tient pas compte de qu'est-ce qui se passe sur le terrain, on ne tient pas compte de la sensibilité des variables. Bref, j'en rajoute un peu sur ce que tu dis, là, mais effectivement. OK, dans 10 ans, c'est toute la même mécanique, là, donc je ne reprends pas les mécaniques, mais quand on regarde dans 10 ans, le résultat d'avoir acheté en flux monétaire comparatif, Mme Larrivée reçoit 875 535. Au niveau, si elle est locataire, elle va pouvoir placer son argent, elle va avoir dans 10 ans accumulé 829 672. Donc, c'est comme le même ordre de grandeur, il est déplacé de l'autre bord, 45 000. Alors, deux choses là-dessus. Première chose, c'est qu'on voit bien que toute hypothèse étant égale par ailleurs, la durée milite pour l'achat. Okay? Il faut faire les calculs, là, il y a différentes choses qui peuvent se passer, mais c'est normal qu'on amortit, en guillemets, les coûts quand on fait durer la chose. Donc, plus que tu gardes ton achat versus la location, plus que là, ça commence à avoir un certain sens. Là, ici, le 45 000, comprends que tantôt, c'était 45 000 sur 5 ans. Là, c'est 45 000 sur 10 ans. Fait que là, la question d'étendre, elle devient pertinente, mais là, c'est correct aussi de recommander l'achat. OK? C'est correct, c'est 45 000, mais ce n'est pas 45 000 sur 5 ans. C'est 45 000 sur 10 ans. C'est 4 500 par année. Oui, c'est probablement, moi, je recommanderais l'achat, mais ce n'est pas un résultat faramineux sur 10 ans, compte tenu qu'elle va être prise à louer ça pendant 10 ans, pendant 9 mois sur 12. C'est ça. Alors, ça, c'était pour louer versus acheter. On se voit la semaine prochaine, puis on se voit pour les déplacements, louer, acheter le véhicule, véhicule neuf, véhicules usagés, véhicules électriques et autres.